va pas se mentir. On vit dans un monde qui parle fort, mais qui écoute mal. Ici, on fait l'inverse. Et aujourd'hui, on prend le temps. Vraiment. Assalamu alaikum. Michael, comment vas-tu? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bah, ça va, alhamdoulilah, hein, barakallahu fik pour, l'invitation, pour, Magnifique. m'avoir invité, même si, je considère que, voilà, je suis personne, hein, entre nous. Ok, bah barakallahu fik en tout cas, vraiment pour ta Voilà. réponse positive. Et non, tu n'es pas personne. Euh, Tu fais partie des pièces du puzzle euh, euh, que représente entre guillemets la France et tous ses acteurs. Et aujourd'hui, on va parler, on va discuter, on va échanger, on va en savoir un petit peu plus sur toi. Mais on va pas commencer directement par ce que tu fais. On va commencer par qui tu es. Alors, je me présente, hein, c'est ça? Ouais, ouais, s'il te Alors je plaît. m'appelle, Froment Michael, donc, comme tu peux le remarquer, je cache pas mon identité, sur les réseaux sociaux. C'était, pour moi, important de du moins, je ne viens pas avec un pseudo, en fait, pour être, voilà, plus précis, hein. Je voulais, d'entrée, montrer que je n'avais rien à cacher, que j'étais, voilà, droit dans mes bottes, et c'était important, pardon, pour moi de venir avec mon vrai nom, quoi, en fait. Donc je suis, français, je suis né, dans l'Aisne, dans le 02, en Picardie, plus précisément à Saint-Quentin, si tu connais. Alors Heu, non, est-ce que tu peux nous situer géographiquement pour c'est ceux qui ne savent entre, pas? c'est entre Paris et Lille, entre les 2 Ok, à peu près. Et une petite anecdote par rapport à cette ville, c'est l'ancien billet, de 50 francs avec Quentin de La Tour dessus, pour ceux qui ok, connaissent. Voilà. Donc j'ai vécu à Saint-Quentin et dans une autre ville à côté, à Laon, Laon. ok. Donc c'est la campagne, en fait, hein. Puis dans des Ok, petits villages aussi, on aura le temps de revenir là-dessus après, inch'Allah. Inch'Allah. D'accord, Donc ok. peut-être tu voulais plus de précision, Oui, marié. non, mais en fait, même en dehors de ça, tu as grandi dans quel environnement? Donc, tu as dit que tu as grandi en fait à la campagne. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, donc, la manière dont tu as grandi? Est-ce que tu es issu d'une petite, d'une grande famille, etc. Si tu peux nous raconter un petit peu ton environnement aussi familial. Mes parents sont séparés très tôt, donc j'ai vécu avec ma mère et ma mère avait la garde et ensuite j'allais aussi chez mon père les week-ends, hein. Mhm, Alors c'est très vieux, donc je crois que c'était 3 week-ends sur 4, quelque chose comme ça, plus les vacances et donc du côté de ma mère, c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus la ville, moins de campagne et du mon père étant ce qu'il est, d'une famille, qui vivait à la campagne, par exemple, mon oncle est le maire d'un village, voilà. Tous mes oncles du côté de mon père sont chefs d'entreprise maçons, tradition, pêche, chasse, toutes ces choses-là. mhm. Donc quand j'allais chez mon père, c'était beaucoup de campagne, beaucoup de forêt, la chasse et la pêche comme je t'ai dit et j'ai eu ces 2 côtés-là avec, mon père et Mhm. ma mère. Ok, barakallahu fik. Fika barakallah. Est-ce que tu as toujours eu une sensibilité particulière? Par rapport à ce Par passé, rapport. Non, non, pas en général. Est-ce que tu as une, je sais pas, une volonté de comprendre les choses en profondeur? Est-ce que tu as vraiment une sensibilité en fait particulière, quelque chose qui te caractérise? depuis l'enfance, hein, tu Ouais, entends? ouais, 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 bien sûr. Heu, c'est je vais pas dire ici, depuis l'enfance, mais c'est venu assez tôt. J'avais, comment dire cela? Depuis petit, hein, je pense, 7-8 ans, ça va paraître étrange pour beaucoup, mais j'avais vraiment l'envie de connaître, ce qu'il se cachait derrière la vie, c'est-à-dire c'était quoi le but de la vie? Parce que j'avais du mal à
à me limiter à ce qu'on me donnait, en fait. Mhm. C'est-à-dire, la vie, c'est ce qu'elle est et ensuite tu meurs et tout est fini. C'est ce qu'on t'imposait de manière indirecte, hein, que ça soit, auprès de la famille, ou de l'école, hein, tout simplement. Mais très tôt, ouais, j'avais c'était assez fort en moi. Je me disais que la vie pouvait pas se limiter à ça, que c'était pas, suffisant Mhm. et qu'il y avait quelque chose de bien plus grand derrière tout cela et j'ai le souvenir, je devais avoir, je sais pas, 7 ou 8 ans, j'ai gardé ce souvenir et quand j'y pense, c'est assez incroyable d'ailleurs. Je marchais, je sortais de l'école donc à, je sais pas, c'est 11h45, hein, je me rappelle plus parce que c'est trop vieux, pour aller à la cantine et sur le chemin de la cantine, je me disais, Heu, moi, je viens de mon père et de ma mère, Mhm. qui viennent de leurs parents, qui viennent de leurs parents. Donc forcément, au début de tout cela, il y a un couple, Mhm. mais qui a créé ce couple? Alors j'étais parti dans ce délire-là, dès 7 8 ans. F attention, hein, quand je dis Ok. délire, Ouais, c'est on positif, sait. hein. C'est des fois, je m'exprime un peu comme les jeunes et je me disais: «Il y a quelque chose au-dessus» et puis après, la vie étant ce qu'elle est, j'ai un peu zappé, tu sais, on est très jeune et puis c'est vraiment revenu au galop vers, 13 ans, je dirais 13 ans, ouais, à Mhm. peu près, où carrément je parlais avec Dieu. Je me disais: «Mon Dieu», comme ça, mais sans religion. Oui, J'avais c'est ce que vraiment j'allais dire, sans religion, juste spirituellement. Enfin, euh, tu voulais rendre, entre guillemets, cette spiritualité plus réelle? bah, en fait, à l'époque, comme j'étais, pris par cette ambiance-là, la famille et puis la dounia, hein, la Mhm. France, voilà. J'étais pas dans cette optique encore de trouver une religion, mais je parlais avec Ouais, Dieu. ok. Et je me posais énormément de questions. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vraiment vraiment toutes sortes de questions et quand par exemple, à l'école, l'enseignante, expliquait, le comment du f le comment du fonctionnement du corps humain, par exemple, des choses comme ça. Mhm. Je me disais: «Oui, la prof explique le comment, mais pas le pourquoi», tu vois? Ouais, Mais ça, je le gardais en moi, hein, je l'exprimais ok. pas, c'était vraiment en moi. Quand je voyais, les pigeons, quelque chose de banal, le ciel et tout, je me disais: «Mais qui est derrière cela?» Et ça montait en moi petit à petit, tu vois? Jusqu'à, on en viendra inch'Allah, l'islam, quoi. Je vais pas sauter les étapes trop rapidement, ça sinon Ah, faire, tu nous fais, tu nous fais du teasing. Ah, ouais, ouais. voilà. Oui, Patientons, patientons. Ouais. parce que ta question, c'est pas comment tu t'es converti, c'est, Oui, c'est vrai. En fait, voilà. c'était, oui, voilà, les choses en profondeur, effectivement. Mais tu as bien répondu à la question, donc qui va nous amener donc du coup à une conversion. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard. Moi, ce que j'aimerais bien, nous, on veut connaître en fait, Michael, un petit peu plus en profondeur. Donc du coup, je suis obligé de te poser ce type de question. Qu'est-ce qui t'a forgé? Qu'est-ce qui t'a brisé ou construit? Donc, je sais, je peux te faire remonter loin, mais ça permet aussi une réflexion plus C'est en des profondeur. c'est C'est, des c'est des questions de psychologue. je te jure, je suis parti C'est loin un petit peu. Mais tu vois, par exemple, qu'est-ce qui m'a parfois, forgé, construit alors, et qu'est-ce qui t'a forgé ou construit? Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie? Ça a été le déclic. Il s'est passé vraiment quelque chose, donc du coup, ça a fait ce qu'est Michael aujourd'hui. Tu comprends? oui, alors moi je dirais, avec tout le respect que je dois à mon père que s que son caractère, très dur, très difficile, très imposant. C'est-à-dire que devant mon père, j'avais pratiquement pas de place en fait. Je vais dire cela comme ça, hein, Mhm. attention, hein, je dis ça avec, beaucoup de respect. J'ai tout de suite, senti que je devais devenir très rapidement indépendant je dirais que ça c'est une grande partie de ce qui m'a forgé. C'est-à-dire que très jeune, je voulais, me libérer en fait et me être indépendant et étant, français il y a un raccourci qui n'est pas le bon.
auquel j'ai pensé à l'époque, très jeune, c'est-à-dire j'arrête l'école et je m'engage dans l'armée. Je me Ok. disais, voilà, dès que j'ai 18 ans, je me sauve, je m'engage dans l'armée. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, on va pas sauter les étapes, mais m'a préservé de cela. Alhamdulillah. Par, par contre, ma demi-sœur du côté de mon père et mes demi-frères sont tous allés dans l'armée. Hein. Voilà. Ok. 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 Sauf toi. Ah, voilà. Et alhamdulillah, je remercie Allah Azza wa Jal pour ça. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que je vois que. Pour plusieurs raisons, il y aurait. Ok. Voilà, je pense que tu t'en doutes. Oui, oui, bien sûr, bien évidemment. Bah d'ailleurs, on va en parler. Pourquoi? Pourquoi bah, tout simplement parce que étant converti à l'âge de 17 ans, le Oui, fait excuse-moi. d'être. En même temps, Excuse-moi. ça va. Non, non, mais en même temps, c'est bien, ça va créer aussi le lien avec ta conversion. Ok, tu t'es converti donc à l'âge de 17 ans. Ouais, 17 ans et 2 ou 3 mois. Oui. Voilà, je suis vraiment désolé, mais je pourrais pas me rappeler de tout en précision, tu sais, hein, Hmm. avec les dates et tout ça. Mais oui, après 17 ans, étant converti à l'âge de 17 ans et faisant partie des derniers appelés, si je me trompe pas, mon année, c'est la dernière par rapport aux appelés pour le Ah oui, bah service. oui, c'est parce que c'était obligatoire, c'est quand il y avait le service obligatoire. Ouais, voilà, c'est Jacques Chirac qui l'a retiré, Ouais. si je me trompe pas. Donc Merci Jacques Chirac. j'ai tout de suite compris qu'étant converti et donc faible de foi, faible dans mon islamité, il aurait été possible, et qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, que mon islam Hmm. ne tienne pas avec le service, c'est-à-dire entouré de personnes qui ne sont pas forcément musulmanes, loin des musulmans, loin des mosquées. Depuis très peu de temps musulman, j'aurais peut-être pas eu la Hmm. force de résister et qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve à sortir de l'islam. Et donc Amin. j'avais déjà cette crainte-là en moi quand je me suis converti et d'être entouré des mauvaises choses qui me détournent du droit chemin. Et j'avais aussi conscience qu'étant converti, j'étais très faible, quoi. Walhamdulillah. Et Ok. donc ça, je pense que c'était une bonne chose d'avoir cette conscientisation dans ces moments, à ce moment-là précis. Hein. Hmm. Voilà, quoi. Mais après, étant musulman converti, j'avais plus l'optique hein, d'aller dans l'armée. J'avais plus cette envie de travailler, de me marier, de trouver une indépendance en dehors de l'armée, évidemment, hein, par le biais du Hmm. travail, par exemple. D'accord, ok. Alors, pour rester sur la conversion, tu as dit t'être reconverti à l'âge de 17 ans. Est-ce qu'il y a eu, alors, tu as connu l'islam en premier ou les musulmans en premier? Euh, ouf, c'est c'est difficile de répondre, mais je pense que j'ai connu les musulmans avant, on va dire cela. Il y avait, je connaissais pas mal de Marocains. Dans ma ville, c'est des Marocains majoritairement. Mhm. Euh, et j'avais un voisin marocain aussi hein, avec lequel des fois je parlais, qui avait un très bon comportement. Et on parlait de religion, de Dieu, de ces choses-là. Mais avant cela, et comme tu t'en doutes, comme je t'avais évoqué l'histoire dès 8 ans, et que c'est revenu vers 13 ans, donc c'est monté en puissance forcément. Et vraiment, j'avais cette fitra, comment on Mhm. dit, cette nature, hein, Cette nature, création, ouais. nature primordiale. Il y a plein de traductions pour ça. Hein. Ouais. J'avais cette fitra par exemple, une anecdote, alors je devais avoir 13 ans, peut-être 14 ans. À l'époque, il y avait la décennie noire, si tu t'en rappelles, hein, Mm. en Algérie, et il y avait une diabolisation dans les médias. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je me rappelle d'un moment où c'était le fameux journal du 13h. Tu sais, avant l'islam, on regarde le 20h, le 13h, tu vois, à table et tout. Et alhamdoulilah, après la conversion,
plus de 20 heures, plus de 13 heures. Et je recommande vivement à tout le monde de ne pas regarder ça, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Mmh. Parce que c'est pas avec ces journaux qu'on va s'éduquer ou apprendre des choses. Tu Mmh. connais. Bon, bref, ceci étant dit, je me rappelle d'un moment où on voyait des musulmans prier, tu sais, en prosternation Mmh. en Algérie, dans le Trésor. Et j'ai le souvenir de mon père qui avait regardé cela, tu sais, la prière en prosternation avec dédain, tu vois, genre, c'est quoi ça, berk, tu vois, un peu. J'ai vu ce regard-là chez mon père Mmh. et j'ai vu ce regard et moi, tu vois, je me disais au fond de moi, mais pourquoi il réagit comme ça? Il y a vraiment pas mieux en termes d'humilité vis-à-vis du Créateur que d'être prosterné sur son visage. J'avais déjà vraiment cette fitra, tu vois? Et vers l'âge Subhanallah. de, ouais, je dirais 16 ans, hein, quand je voyais les médias qui diabolisaient le hijab, le voile, je me disais: Mmh. «Mais en réalité, il y a pas mieux que le voile pour une femme». Heu, Cacher sa pudeur, la réserver à son époux et cetera. Et tu vois, j'étais pas musulman, quoi, Mmh. j'avais Donc tu question avais philosophique. cette compréhension. OK. Allah OK, Azza wa Jal subhanallah, ouais, le m'a naturel t'a amené à cette compréhension-là. m'a beaucoup préservé de ce côté-là, alhamdoulilah. Ça veut pas dire que j'ai pas été influencé et touché à droite et à gauche, mais j'avais vraiment un côté préservé et je remercie Allah Azza wa Jal pour ça. Et tu m'avais je suis revenu en arrière, mais la question, j'ai un peu perdu le fil. Oui, non, mais après, c'était pour parler un petit peu de ta reconversion. Alors, il y a une question aussi que je me pose, c'est, on sait que la foi est en dents de scie et au début de ta conversion, est-ce qu'il y a eu en fait un pic de, je crois tout savoir et ensuite après tu rechutes, tu dis: «Oh finalement j'ai appris un peu et je me rends compte que je suis loin» et cetera et cetera. Enfin, surtout au début en termes de connaissances. Vu que c'est tout nouveau, tu apprends et cetera. Est-ce que tu es passé par des étapes ou des Oui, doctrines religieuses ou enfin des interprétations du moins différentes de ce que tu es aujourd'hui? heu, du du coup, là, on est après ma conversion. Alors, oui, alors au moment de ta reconversion, et si on pourrait parler de comment en fait tu as appréhendé cette conversion, pour être vraiment plus précis dans ma question, c'est est-ce qu'il y a eu un moment où tu as peut-être surinterprété, je sais pas, l'islam en règle générale ou pas? Oui, Pour oui, être hein, au vraiment plus précis. début, oui, ça, c'est normal. Au début, quand, j'ai vaguement, hein, quand tu rentres dans l'islam, tu es vraiment, chaud, on va dire. Heu, Tu es vraiment motivé, tu as vraiment envie de tout apprendre, de faire beaucoup de choses. Mais étant, dans une ville où il y a pas beaucoup de musulmans et à l'époque, il y avait pas tous ces, en tout cas, moi, j'avais pas connaissance de tout cela, de ces Mmh. groupes, de tout ça. De ce côté-là, j'étais pas, touché. C'est venu après, en fait, on va dire que c'est venu après. OK. Mais alhamdoulilah, le fait d'être, isolé, on va dire un peu, bon, c'est pas la campagne, mais ce sont des petites villes, donc on est vraiment isolé de grandes communautés musulmanes. Les communautés dans ces régions, à l'époque, étaient petites, hein. Mmh mh. Donc et surtout, après ma conversion, ma mère a déménagé dans un village qui se trouve à 23 kilomètres de la ville, tu vois? OK. Du coup, j'étais encore beaucoup plus isolé de la mosquée et des musulmans. Ouais. Et j'allais par exemple, à la prière, du Jumu'ah en stop, tu vois? Je faisais du stop, en pleine campagne. Et pour rester avec les musulmans, des fois, je dormais le vendredi soir, tu sais? Je me rappelle, je dormais le vendredi pour me retrouver le week-end et jouer au foot avec des amis, quoi, musulmans et tout, OK. pour avoir une sorte, d'ambiance. Et au début de D'accord. ma conversion, on va dire que il y a tout n'est pas bon dans le mouvement Tabligh, hein, loin de là, mais le mouvement Tabligh a été une cause de salut pour moi, au début de ma conversion. Et ça, OK. je remercie Allah Azza wa Jal pour ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait que le mouvement Tabligh, ait existé dans ma région, ça m'a permis, si tu veux, de souffler, de revenir, comment dire cela?
de respirer, de me voilà, d'aller chercher un peu d'ambiance musulmane, on va dire. Et c'était vraiment très positif pour moi. Surtout quand tu es converti, tu sais, Mm. si tu as pas une ambiance autour de toi, c'est très difficile. Et dans ma région, il n'y avait aucune ambiance, hormis le tablir. Du coup, ça a été vraiment une bonne chose pour moi au début de mon islam, alhamdoulilah. Ok. Alors, si tu peux, pour rappel, si tu peux nous expliquer ce que c'est que la Jama'at at-Tabligh, Inch'Allah. Alors, Jamaat Tabligh, c'est un mouvement qui est apparu en Inde, je crois, sous l'occupation anglaise, hein, la colonisation anglaise. Si je me trompe pas, le fondateur, c'est Mohammed Elias, Ouais, je rahimahullah. crois que c'est ça. Mohamed, Qui, en 26, 27? ouais, frère, Je je crois que c'est t'avoue, en 1926 ou la 27, 28, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est dans ces trois ouais, dates. j'ai et donc en voyant, le niveau des musulmans en Inde, il a eu cette envie d'inviter, les musulmans à revenir à la religion et cetera, et c'est un mouvement qui s'est, développé, qu'on voyait des groupes un peu dans le monde entier. Alors bien sûr, je veux pas parler de cela, il y a des bons côtés et des choses, voilà, sur lesquelles on pourrait, mais c'est pas le sujet de notre émission et Non, bien sûr, c'est juste voilà. pour, Mmh. voilà, parce que c'est vrai qu'on a parlé même dans d'autres émissions. Je sais que le mot tablir, il est revenu. Et en fait, Jama'at at-Tabligh, ils sont arrivés, on va être bref, hein, mais ils sont arrivés en fait à un moment dans les quartiers de France, là où il y avait peu d'islamités, c'est vrai. Alors on tient à le redire, il y a du bon et du mauvais à prendre dans ceux et ces groupes. Euh, et en fait, ils ont fait l'effort dans les quartiers, ils ont fait l'effort quand même d'appeler les gens en fait à l'islam, etc. Même s'il y avait beaucoup de lacunes. Mmh. Moi, par exemple, je viens d'une ville où c'était le deuxième fief d'établir. Donc, Ouais, je vois et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler, t'inquiète pas, je t'ai réservé un petit truc là-dessus. ah ouais, ok, Ouais, inch'Allah, ça sera une surprise, inch'Allah. ok, Inch'Allah. Faut pas que j'oublie. Jouer Ok. les tours, jouer les tours. Ouais, en fait, c'est plutôt un quartier, principalement, c'est le quartier du Sanitas à Tours, dans Mmh. Tours. C'est le deuxième fief. Le premier, c'est Dreux, et après, c'est tu connais. Donc voilà. Et en fait, pour faire bref, donc voilà, il y a du bon et du mauvais à prendre en fait dans ces groupes. Mais en tout cas, Mmh. ils ont créé l'effort à un moment donné où il y avait vraiment peu d'islamité dans les quartiers ou pas enfin en tout cas de ce que je connais des quartiers. Zone rurale, je ne sais pas, mais et, euh, et là où il y avait aussi pas de mosquée. Et ça, j'ai Oui. expliqué dans une interview, on a grandi dans une ville où il n'y avait pas de mosquée. On voyait Jama'at at-Tabligh qui faisaient leur travail. Bon, ils nous faisaient un petit peu peur, on partait en courant. Ouais, ouais, Et, ouais. on les esquivait, quoi. Mais voilà, en tout cas, la première approche, ils ont quand même fait, euh, Beaucoup de ils, travail, quoi. ils ont quand Positif. même fait beaucoup de travail dans les quartiers. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Et c'est pas parce qu'on le dit que forcément on est d'accord pour leur aqida ou la. Ouais, voilà, c'est Voilà. pas le Et je pense que c'est pas je le but pense de que la ceux vidéo. qui nous écoutent auront compris. Il faut Ouais. bien recontextualiser la chose aussi. Il faut que, comment dire ça? Il faut être, sage, intelligent et comprendre la situation Hmm. et se dire: «Imagine un converti ou autre», hein, et mon histoire, elle est arrivée à beaucoup de gens, qu'ils, soient convertis ou non, hein, même des arabes issus de familles musulmanes, étaient dans des endroits où ils n'avaient aucun accès, à l'islam, à une ambiance musulmane, Hmm. et le tablir a été vraiment une bouée de sauvetage, quoi. Vraiment, il faut être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal par rapport à ça. Même si, comme tu l'as dit, il y a des bons côtés, des mauvais côtés, et rien n'est parfait dans Jamaat Tablir, hein. Hmm. C'est vraiment important et il faut avoir du recul et recontextualiser, parce que tu as beaucoup de gens malheureusement qui dès qu'ils entendent parler, ils ont pas ce recul-là, Hmm. ils ont tout de suite, voilà des réflexions très négatives. Moi, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut recontextualiser, prendre en considération hikmatullah. Parce qu'à Hmm. l'époque, qui aurait pu, je dis bien à l'époque, qui aurait pu nous donner cette ambiance-là? Personne.
Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a un contexte. En fait, c'est comme tu l'as dit, il y a un contexte. Et c'est comme quand je me permets d'ouvrir aussi des parenthèses vu que tu parles de contexte. La Jamaat établie est née dans un contexte très particulier en fait en Inde, pardon, tu l'as dit en fait sous colonisation britannique, comme les Ikhwan Muslimoun en fait ont émergé de l'Égypte avec un contexte qui leur est propre. Donc du coup, c'est très important en fait de contextualiser les choses afin de mieux les comprendre et de les appréhender. Et si certains groupes veulent parler du groupe Jamaat At-Tabligh, et bon, on pourrait dire la même chose de ce groupe. Il y a du bon et du mauvais à prendre aussi. Enfin, en tout cas, voilà, on se considère comme la communauté du juste milieu. Alhamdulillah. Donc voilà. Ouais, Voilà pour exactement. Il faut être sage, je referme prendre la du petite recul. parenthèse. Voilà, il faut prendre du recul et surtout souhaiter la guider le meilleur pour nos frères et sœurs, quoi. Ça. Alors, nous avons parlé un petit peu de ta conversion, Michael. Et niveau scolaire, Et comment tu on n'a étais à pas, l'école? on n'a pas parlé de ma conversion. Oui, c'est vrai. Ah, on a parlé, oui, oui, on n'a pas parlé de ta conversion. Tu veux en parler là un petit peu plus? Maintenant ou après, comme tu veux. Parle de ta conversion maintenant et après on va parler sur la partie plus ou moins scolaire et professionnelle dans un deuxième temps, Inch'Allah. Alors, concernant ma conversion, c'est venu vers l'âge de 17 ans, hein. C'est-à-dire que j'étais vraiment, je voulais connaître mon créateur. C'est-à-dire, j'étais passé, on a parlé un petit peu du passé, mais j'étais passé à cette étape où je voulais connaître mon créateur. C'est-à-dire, je voulais vraiment savoir ce qu'est la vérité, quelle religion est la vérité. Quand je regardais, le ciel et cetera, je me disais qu'il y avait un créateur, mais quelle est la vraie religion? Qui est ce créateur? Mais je partais, de vraiment, pour moi, il était unique, il n'avait pas de fils, et cetera. Voilà. Et paradoxalement, comme, j'avais pas de religion et que j'étais issu d'une famille, voilà, je vais mettre les guillemets «chrétienne», hein, mais tu auras compris. Chrétienne un jour, athée le lendemain un jour et Ouais, chrétien, tu vois? Tu de culture chrétienne. Ouais, voilà. Et donc je me rappelle avoir acheté une croix, tu sais, au marché et Ok. l'avoir mis posée contre mon mur avec une punaise, je crois. Et je commençais à dire, «Dieu, guide-moi», alors je sais pas qui demander, est-ce que c'est Jésus? Tu vois? J'étais vraiment même comme ça. Hmm. Et tu sais, j'étais sincère, hein, je pleurais même, je demandais la guider et cetera. Et j'avais pas de réponse. Alors, 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'avais pas de réponse. Alors j'ai pris la croix et je l'ai jetée. Voilà, je me rappelle de ces souvenirs. C'est comme C'est ça que ça s'est passé, frère, hein. ok. Ok. Ouais, ouais, ça. Et puis après, je sais pas, quelques jours, quelques mois après, je sais pas, j'en ai aucune idée. J'ai, je suis parti dans ma chambre et je voulais connaître Dieu toujours et il me manquait quelque chose. Et j'ai levé les mains comme ça, j'ai dit: «Allah, si c'est toi la vérité, guide-moi. Montre-moi le droit chemin. Envoie-moi quelqu'un demain qui m'emmène à la mosquée». Voilà, c'était mon invocation. Et le lendemain, j'ai rencontré, une personne, un Français, hein, que je savais que j'ignorais être converti. Voilà, je savais absolument pas qu'il était musulman à l'époque, hein. Et puis en étant l'après-midi avec lui, il a dit, avec son ami: «Est-ce qu'on l'emmène avec nous à la mosquée, parce que c'est l'heure de la prière?» Tu vois? Je fais: «Allah a exaucé mon invocation». Hmm. Mais je leur ai pas dit à eux, hein, je leur ai pas dit et je les ai suivis à la mosquée et je me suis converti et bah, juste après ça quoi, alhamdoulilah, et T'as fait quoi? T'as fait la prière avec eux? non, non, Tu à t'es ce mis sur le moment-là, non, côté? pardon? Tu t'es mis sur le côté? Oui, j'ai regardé et tout, Ok. et je me rappelle aussi d'un frère cambodgien à l'époque qui habitait cette ville, rahimahullah, qui m'a fait da'wa, qui m'a parlé de l'islam, un frère cambodgien, un réfugié, tu sais, qui a échappé à la mort, lors des massacres, Khmer rouges communistes, qui m'a raconté son histoire, tu sais, elle est touchante, il a marché dans la jungle avec ses enfants.
il est resté dans un camp en Thaïlande, si je ne me trompe pas, pendant 1 an, et ensuite il devait aller aux États-Unis. Il y a eu un arrêt à Paris, puis finalement il s'est installé en France. Ok. Et ouais, il y a des petites anecdotes comme ça. Et c'était un frère qui a toujours été présent pour moi, rahimahullah, pour me parler d'islam, pour faire Hmm. darwa. D'ailleurs, c'était vraiment quelqu'un allant qui était dans la darwa, qui aimait vraiment parler de religion aux autres, et Ok. ça se voyait, tu vois. Et, euh, et oui, j'ai pas prié ce jour-là, mais je me suis converti, et puis j'en suis venu à la prière et tout cela. Pas du jour au lendemain, mais très, très rapidement, on va dire. Hmm. Alhamdulillah. Après, bon, il y a d'autres petites anecdotes, des rêves, etc. Mais oui, Ah, c'est ce moment-là où j'ai embrassé l'islam, quoi. subhanallah. Donc, quand même, tu fais dua sans réellement. Enfin, voilà, comme ça, tu vois. En fait, tu te demandes une guidée. Tu demandes une guidée, subhanallah. Ouais, comme ça, Ta hein, j'ai dua, fait et ta dua, elle est spécifique quand même, parce que tu dis, Ya Allah, ouais. fais en sorte que quelqu'un m'amène à la mosquée quand même. Et Wallah, le c'est vrai. lendemain, Ouais. Wallah, c'est on- vrai, c'est la vérité. Et... Alhamdulillah, quoi. Ouais. Alhamdulillah, c'est beau. Mais je suis entièrement. Enfin, je veux dire, comment ne pas croire en ce que tu dis, parce qu'on le sait si on est croyant et si on a vraiment une sincérité. Moi, je sais que dans ma vie, il s'est passé des choses. Et subhanallah, Allah, il a la possibilité, la capacité de te paver le chemin à un moment. Tu dis, mais subhanallah, comment tu peux, même si tu as un doute, comment ne peut pas croire? Comment tu ne peux, comment tu peux pas croire à ce qui se passe? C'est Mm. tellement que c'est évident, c'est explicite, Allah, Oui, hein, il est capable de toute chose. moi, Et quand il décide de te paver un chemin, c'est incroyable. Il n'y a rien qui peut t'en détourner. je le dis assez souvent, et c'est connu, hein, Allah, il guide sur le droit chemin celui qui mérite et qui veut la guider. Mm. Quand Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, Yahdi man yasha, il guide qui il veut, c'est-à-dire qui mérite et qui veut la guider dans les tafasirs, lorsqu'on regarde les exégèses J'exagère. du Coran, et ça signifie cela. Mm. Tu as beaucoup de gens qui sont mal intentionnés parmi certaines sphères qui disent si Allah guide qui il veut, ça veut dire qu'on est comme des marionnettes, etc., qu'on n'a pas le choix. Mais non, ça ne signifie pas cela. Mm. Il faut avoir une lecture globale du Coran, et puis tu comprends rapidement cela. Hein. Falamma zaru azara Allahu qulubahum. C'est-à-dire, lorsqu'ils se sont égarés, Allah les a égarés, détournés, Allah les a détournés. Celui qui ne veut pas la guider, Allah ne lui donnera pas. Mm. Et donc, c'est pour cela, moi, j'en profite peut-être qu'un non-musulman regardera ton émission, mais sachez que celui qui veut la guider, qui la demande sincèrement, Allah Azza wa Jal lui donnera. S'il la demande sincèrement, Allah répondra. Alors, bien évidemment, il ne faut pas être dans les... Comment dire? Il y a un terme en arabe, mais en français, c'est-à-dire, il ne faut pas être dans quelque chose d'illogique quand on demande à Allah Azza wa Jal. Il ne faut Mm. pas tester Allah. Il faut être Mm. dans... faut pas demander la lune, quoi. Il faut dire Allah, Mm. guide-moi sur le droit chemin, montre-moi la vérité, et par des choses simples, Allah Azza wa Jal va te guider, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fik pour ce rappel. Euh, D'ailleurs, Michael, comment. Alors, du coup, tu nous as raconté ce qui s'est passé, la manière dont tu t'es reconverti. Est-ce que tu t'es laissé du temps à ce cheminement, ou est-ce que tu as vite senti qu'il fallait apprendre ta religion? Et quand je parle par apprendre, je parle du fait que tu as créé les causes pour, je sais pas moi, apprendre la langue arabe, apprendre d'autres sciences religieuses ou autres. Si tu peux nous en dire plus, Inch'Allah. Alors, on va dire tout au début, vraiment, le début, les premiers jours, non, hein, pas forcément. Euh, mais ouais, j'avais besoin d'apprendre Surat al-Fatiha, j'avais besoin d'apprendre dès le début les Mm. choses pour prier, des choses comme Oui. ça. Donc ça, c'est venu, voilà, c'est naturel, ça vient tout de suite. Et je me rappelle que j'avais tu sais, le Fatiha en phonétique, là. Alors ça, je sais pas, ça devait donner Bismillah, Rahman, Rahim. C'est un truc comme ça, tu Ouais. vois. Mais bon, c'est normal, ça c'est le début et on passe tous par là. Et, Ouais, quand tu. puis après, il faut. Après, je vais dire que j'ai vite eu envie d'apprendre à lire l'arabe et à prononcer les lettres assez correctement.
par rapport au Coran, tout simplement, hein, Hmm. parce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça fait peur, hein, on va pas se mentir. Et vous m'avez compris, hein, c'est pas négatif, hein, Ouais, mais mais on s'est compris. C'est vrai que c'est vrai, c'est vrai. bon, Non, voilà. et en plus, on va pas se mentir. En soi, apprendre à Ouais, lire et écrire la langue arabe et le prononcer correctement, est-ce oui. facile? Alors au début, non, c'est dur, hein. Ah. C'est très dur, après certains ont certaines facilités, d'autres non. Moi, tu vois, je suis pas comme toi. Toi, tu es anglophone, si je me trompe pas, donc le «tha», je l'ai pas eu Ah tout non, de je suis pas suite, hein. anglophone, moi. Tu es pas anglophone? Je croyais que Non, tu je suis étais pas anglophone. anglophone. Non, j'ai vécu dans des pays anglophones. J'ai un langage, enfin, je parle anglais, mais de la street. Mais non, je suis pas anglophone. Moi, je croyais, Non, je comprends bien l'anglais. voilà, donc il y a des forcément le «tha», c'est Ouais. facile pour, mais après il y a le «qaf» et il y a le «ra», il y a le «ain», donc ça devient un peu plus compliqué et c'est vrai qu'au début, bon, au début, je voulais juste apprendre à lire et j'avais pas forcément cette intention de super bien prononcer, mais Mmh. même aujourd'hui, attention, hein, j'ai pas de prétention quelconque, hein, je suis encore très loin, je le serai toujours. Heu, on c'est il y a eu, comme je t'ai dit, tout d'ailleurs, il y a un frère marocain qui était, un des imams de la mosquée qui, à l'époque, comme tu l'as dit tout à l'heure, était une cave. Voilà. À l'époque, on priait dans une cave au sous-sol d'un bâtiment. Donc ça, Maintenant, c'était la alhamdoulilah, mosquée. Là, c'est ça, ça appartenait au tablier. non, 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 dans ma ville, il y Ah, avait pas de ah, tablir, hein. d'accord, Les ok, tablirs ok. Parce que- Dans ma ville, il n'y avait pas de ok. tablir. Les tablirs venaient de la région parisienne, Ah, ok, ok, souvent Aulnay-sous-Bois et aussi Maubeuge, du ok. Nord, du 59, parce qu'ils avaient un truc là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez Maubeuge. Deux noms, juste deux noms. Voilà. Et, et donc, en sortant avec les tablirs, j'ai vraiment eu vite envie de lire. Et Ok. donc, je suis sorti 40 jours, je crois. Voilà, la première fois. J'ai fait 3 jours, des trucs comme ça, avec 40 jours. Et lors d'une sortie de 40 jours, on a fait une petite sortie d'une semaine ou 2 semaines avec un frère qui m'a appris à lire, en fait. Il m'a donné une méthode, lettre du milieu, du début, du milieu, de la fin, etc. Il m'a Ah, dit, c'est on pas va mal. apprendre à lire. Et voilà, en 20 jours, je savais lire. Et quand je suis revenu, je savais lire, mais attention, hein, en hésitant, avec beaucoup d'erreurs. Et le frère nous avait conseillé de lire tous les jours le Coran pour justement fluidifier, améliorer tout Lecture. ça. Voilà. Ok. Et donc, c'est ce frère-là qui m'a appris à lire, alhamdoulilah. Ok. Ok, machallah. Oui, c'est bien parce que euh, tout le monde ne fait pas l'effort. En vrai, tout le monde, je pense, ne fait pas l'effort d'apprendre à lire, à écrire. Il y en a beaucoup, par exemple, qui se convertissent et qui peuvent rester pendant des années et des années sans savoir lire, en fait, euh, un verset du Coran correctement. Après, voilà, chacun a son cheminement et chacun, voilà. Mais si on pourrait donner un conseil à ces personnes, c'est que Allah, il a fait descendre le Coran en arabe et Ouais, je vous invite tous et toutes, en fait, à faire l'effort d'apprendre, ne serait-ce qu'en fait, apprendre à lire, à écrire l'arabe, apprendre à le lire, à le prononcer correctement, au moins pour pouvoir faire ses wajibat, ses salawat en arabe, Inch'Allah, et pas en phonétique ou dans une autre langue. ah oui, oui, hein, quand Voilà. C'est un rappel, attention, après, c'est un rappel, et voilà, dans le rappel, franchement, on vous invite quand même à apprendre cette base-là, qui est quand même un minimum, je pense. oui, oui, hein, comme tu l'as dit, si on est dans l'islam et que depuis plusieurs années, on lit pas l'arabe, il y a, voilà, il faut se remotiver. Parce que, voilà, il faut se motiver, Hmm. pour pas dire plus, hein. Ouais. Non, j'aime bien ton. Il faut se remotiver avec le petit sourire. Vous avez C'est compris, facile. pour pas dire plus. C'est pas dur, c'est facile, Ouais. un petit peu d'effort et Inch'Allah, ça le fait. Et c'est pas ce qui manque. Les supports, sincèrement, sur Internet, vous avez beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de méthodes. Et après, bah, le meilleur reste enseignant-élève.
Donc, aller voir quelqu'un dans une mosquée, il y a beaucoup de mosquées qui font ça avec des structures annexes pour apprendre en fait, ou demander à un frère ou demander à une sœur. Donc voilà, c'est toujours bien aussi de privilégier en fait ce moment aussi physique avec une personne, même si nous avons beaucoup de support via Internet. Michael, je voulais revenir sur toi. Euh, Est-ce que donc du coup, par ton cheminement, tu nous as parlé de la langue arabe, comment tu as appris donc à lire et écrire, etc. Enfin, la langue arabe, la lecture. Oui, La lecture. Est-ce que donc tu as été plus loin? Est-ce que tu as appris réellement la langue arabe? Si oui, comment et où? alors, oui, oui, alhamdoulilah. Alors, bien sûr, au début, c'est sûr qu'au début, tu as envie, mais que tu trouves ça très dur. Donc, tu n'y penses pas forcément tout de suite à t'impliquer dans cela. Euh, alors, comment j'ai toujours eu envie d'apprendre la langue arabe, mais je ne savais pas comment, en fait. Hmm. Surtout à l'époque, dis-toi une chose, c'est qu'il n'y avait pas Internet, hein, Ouais. et on n'avait pas de téléphone portable, frérot. Je sais que ça peut paraître bizarre pour ceux qui regardent ton émission, mais on n'avait pas de téléphone portable et les téléphones portables, apparaissaient, venaient juste d'arriver et c'était vraiment le début. Donc ça coûtait cher, et ça faisait pas c'était vraiment pas démocratisé, tu vois? Donc tu étais livré à toi-même, on va dire et donc je savais pas comment et je me disais: «Bon, viendra un jour où je pourrai, inch'Allah, on verra». Et mais c'est vrai que ça me manquait, c'était vraiment un manque chez moi, tu vois? Je ressentais ce manque, c'était difficile et puis, un frère, heu, un frère qui habite, à Joué-les-Tours, Ok. voilà, Le monde heu, est petit, hein. qui habite actuellement à Joué-les-Tours, mais à l'époque, il était dans ma ville. Voilà, voilà, machallah. À l'époque, il était dans ma ville, c'est un voilà, je vais pas tout dire, mais il était en France et il m'a dit, parce qu'on parlait comme ça, il m'a dit: «Tu peux pas rester ignorant toute ta vie», en parlant du mouvement Tabligh et comme j'étais jeune et un peu naïf, je comprenais pas forcément, mais il m'avait conseillé d'aller, apprendre l'arabe, la religion et il m'avait dit: «Va à Château-Chinon», l'IESH, de Château-Chinon, de Saint attends, comment on dit? Saint-Léger de Fougerêt, voilà, Saint-Léger de Fougerêt. Ça, c'est quoi? C'est la ville, en fait. Oui, on dit C'est le Château-Chinon, mais petit ça, c'est c'est le petit ouais, c'est le village à village. côté, Oui, oui. pour être très précis, tu sais? Et donc j'ai été établir, un peu et je suis parti là-bas. J'ai déposé un dossier, je suis parti là-bas, j'avais un rendez-vous, et puis bon, bah, ils m'ont accepté et j'ai fait une année d'arabe, après 2 et puis une année charia là-bas, alhamdoulilah et c'est comme ça que j'ai appris l'arabe, c'est là-bas. Puis après en sortant de Château-Chinon, j'ai quelques années après, je suis parti en Égypte aussi, j'ai fait un peu, d'arabe là-bas en Égypte et puis des Tu es parti où livres. en Égypte? Je suis parti où en Égypte? Bah, El Kahira. Au Caire, Ouais, ouais. El Et- Kahira, El Jadida, les quartiers ok. nouveaux, tu sais, Oui, oui, je Tejemmour, vois. Tejemmour, Et- Khamis, tout ça. Le ok. nouveau quartier 5. Je faisais des livres avec un cheikh là-bas, Cheikh Majdi, Hafidallah Azza wa Jal. Et voilà, c'est un petit peu par rapport à l'arabe, ce que j'ai Oui, fait. d'accord. Après, Donc, bon, mon donc, niveau est moyen, hein, attention, hein, je suis pas. oui, parce que la langue arabe, je veux dire, voilà, ça peut aller. C'est tellement, Exactement. subhanallah, une langue ultra riche qu'en vrai de vrai, je veux dire, tu peux faire des années, des années, des années d'études, tellement que cette langue a une richesse en fait incroyable. Mais pour revenir sur ton cursus, donc, pour reprendre, hein, tu as fait 2 ans d'arabe à Château-Chinon, Et une année sharia. une année de charia. Pour revenir sur la langue arabe, donc, tu es arrivé, si tu pourrais. Je ne connais pas le cursus, enfin, la méthodologie.
Oui. En tout cas, de ce qu'il propose à Château-Chinon. C'est quelle équivalence dans des méthodes, par exemple, ce que tu as vu, par exemple, en Égypte euh, Alors, c'est très, très, très différent. Ma première année à Château-Chinon, ça avait été avec Shir Mohammed, qui était un Syrien. Hafidallah Azza wa Jal, c'était vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai un tonton que j'apprécie énormément. D'ailleurs, une petite anecdote, quand je me suis marié, je souhaitais qu'il soit à mon mariage. mhm, Et subhanallah, quand je me suis marié, un frère que je connaissais hein, m'a dit tu sais que Oustad Mohamed est dans les parages. Et je lui ai dit non, il m'a dit oui, il donne des cours ici dans la ville. Et je lui ai dit bah appelle-le qu'il vienne et il a été présent à mon mariage, tu vois. Donc j'étais vraiment très content, quoi. Ok. Alhamdulillah. Bon, bref, revenons à nos moutons. Et j'ai perdu un peu le fil, t'as vu. Donc Non, oui, on parlait de Château-Chinon. Oui. première année avec Oustad Mohamed, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de vocabulaire. Beaucoup de Ouais. vocabulaire. C'était quelqu'un de très, très engagé qui ne dormait pas. Euh, son bureau était allumé toute la nuit. C'était un travailleur, l'homme à barik. Et d'ailleurs, souvent, petite. Bon, je ne vais pas trop en dire, c'est pas bien. Voilà. Mais Non, mais on t'écoute, on t'écoute. je ne sais pas s'il voudrait que je. Il n'y a rien de mal, mais je ne sais pas Ah, s'il ok. voudrait que je le dise. Donc, dans Ok. tous les cas, il était très engagé dans ses cours. C'est-à-dire Ok. que, par exemple, quand il parlait de mariage, il mimait le mec qui allait se marier. Quand il parlait de guerre, il sautait sur la table, il se cachait sur la table. Il mimait tout Ouais. le vocabulaire. C'était vraiment, on était imprégnés. Ouais. Il C'était faisait génial. vraiment vivre. Ok. Ah oui, il faisait. J'ai jamais eu un prof comme ça de toute ma vie. Et la deuxième année, Allahumma barik, hein, la deuxième année, c'était plus, on va dire, plus technique, plus Nahou, i'rab. voilà, plus mashallah avec Oustad Ibrahim Hafidallah Azza wa Jal, très très sérieux, très. C'était pas le même profil en fait, hein, il sautait pas sur la table et Ah, tu tout. parles, ouais. Rien à Ok. voir. Plus académique, Voilà, plus plus formel. académique. Ah, il mimait pas lui, il était. Allahumma barik, Il c'était. n'aimait pas lui. Ok. Mashallah, un gars très très sérieux. J'ai des anecdotes, mais encore une fois, je ne sais pas si l'auto. Il y a rien de. Attention, il n'y a rien de mal, mais je ne sais pas s'il voudrait que j'en parle, mais donc je ne vais pas le dire, quoi. Mais on en reparlera après en off, mais Inch'Allah. mais je pense on a aussi des connexions. Moi, j'ai un de mes professeurs, un de mes anciens professeurs, qui a étudié aussi d'eux-mêmes, qui ont étudié à Château-Chinon. Donc peut-être Oui, il y avait un que frère tu as dû avec les connaître. moi dans ma deuxième année d'arabe. Il y avait un frère avec moi qui venait de jouer les tours. Ouais, bon, on en reparlera après, Inch'Allah. Je ne me rappelle plus de son prénom. Ah, ok. Et Son origine? alors lui, je crois qu'il était algérien, mais je ne suis pas sûr. Ok. Parce que frère, c'est vieux, hein. Oui, 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 ça remonte. Mais après, puis même pour l'avenir, là, tu parles de Château-Chinon. Après, pour refaire aussi un petit topo sur l'avenir de Château-Chinon. Voilà, là, c'est très compliqué. Tu es un petit peu au courant de tout ce qui se passe, hein, je suppose. Si tu peux dire un petit peu aux viewers, parce que tu vois, on est remonté très loin à Château-Chinon, on a parlé un petit peu de tes études, mais si tu peux nous dire, là, en 2025, la situation de Château-Chinon. Alors, je vais être honnête avec toi, hein, j'ai pas de bonnes informations sur Château-Chinon depuis des années. En tout cas, je parle bien de Saint-Léger de Fougeray, pas de Saint-Denis. Saint-Denis, Ok. je ne connais pas, hein. Hmm. Euh, je sais que, comme toi, ils ont un gel des comptes bloqués qui risquent de fermer bientôt, mais j'ai pas plus d'informations. Ouais, oui, oui, c'est ça. Non, mais c'était juste pour faire un petit topo. Donc, oui, effectivement, il y a eu un gel des avoirs, etc. Il y a eu l'année dernière des grosses perquisitions. Euh, J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Moi, mon fils y était pendant qu'il y a eu parce qu'il faisait des colonies, tu vois, des colonies à la semaine, etc. Et en fait, voilà, il y a eu un petit peu tout le monde qui se sont permis
de rentrer dans ces lieux Ouais. remplis d'histoire, remplis de science, et qui se sont plaints, qui se sont étonnés qu'il y avait des livres en arabe dans ça. Non, mais je Mais tu rigole, mais parce que c'est tellement ouais. ouf, en fait. Ouais, exactement. Bah, c'est toujours la même plaisanterie, j'ai envie de dire, mais bon, on Ouais. aura le temps d'en parler. Mais il y a un truc auquel certains islamophobes ne pensent pas, qui peut-être trouvent un plaisir à voir cette école possiblement dans le futur fermée, hein, c'est que cette école fait beaucoup vivre la région. Moi, par exemple, la clientèle, parce que là-bas, tu sais, tous les jeunes vont à Nevers, ailleurs, hein, Mhm. c'est un petit village, Château-Chinon, où tu as beaucoup des frères et des sœurs qui vont faire leurs courses, qui vont acheter des trucs, tu vois, il y a du mouvement, vraiment, ça fait vivre un peu la région et c'est très bien. Euh, et, et, et ça, tu vois, il y a des gens qui en ont conscience, mais Mhm. malheureusement, d'autres non, et en fermant, si Château-Chinon devait fermer, ça serait pas bien pour la région. De ce point de vue-là aussi, tu vois, un point de vue auquel beaucoup ne pensent pas. Mhm. Merci, merci. C'est bien de le rappeler, de voir les choses aussi sous un autre angle. Oui, effectivement. Oui, Michael. Excuse-moi, si je peux me permettre vite Mhm. fait, et même le maire du village d'à côté qui a une équipe de football, alors je te laisse imaginer le profil des joueurs dans la pleine campagne. Ok. Ça me fait rire parce que Contraste. C'est ça. j'avais été voir un match une fois et tu vois le défenseur avec une grosse bedaine, tu sais, qui à la mi-temps boit pas forcément de l'eau et tout. Et donc venez recruter chez nous des bons joueurs, tu vois. Ouais, ouais. Château-Chinon, et souvent il avait chaque année il prenait un attaquant qui mettait plein de buts et tout, et il gagnait des matchs alors que son équipe elle était spéciale, tu vois. Ouais, ouais. Je vois. Contraste. Et une fois il avait recruté 3 joueurs chez nous. Alors, un au milieu, un défense et un attaquant. Alors là, ils étaient contents, les gars de la campagne. Sauf l'équipe adverse qui disait ouais, est-ce qu'ils ont le. Moi, j'entendais des spectateurs de l'équipe adverse dire est-ce qu'ils ont leur papier au moins, tu vois. Bah ouais, s'ils ont pas leur Alors que, papier, pourquoi ils joueraient au alors foot? que tous sont français, Non, tu mais vois. oui, oui, non, mais oui, oui, c'est Et tu sais, il complètement. y Ouais. avait un. Excuse-moi, franchement, ça. Tu sais que tu me remémores en disant ça des souvenirs. Il y avait un frère qui était un très bon joueur, tu sais, très vif, petit et vif. Tu vois le profil. Et à chaque match, il marquait un ou deux buts et même plus. Et je me rappelle de la prière de l'Aïcha, euh, où il a prié avec nous et il avait énormément de mal à se relever de ruku, à faire soujoud. Il était dans un état catastrophique. Et quand je lui ai dit qu'est-ce qui t'arrive, il m'a dit ouais, j'ai joué. Tu te doutes bien que l'équipe en face ne savent pas trop jouer au foot, donc c'est plus des coups que je prends qu'autre chose. Donc Il manquait. Ouais, il chose est se faisait massacré. défoncer. Tu vois. Ah, punaise. Machallah. Ah ouais, j'imagine bien que ça doit être une sacrée expérience. Enfin, ça doit être une sacrée expérience. Ouais. Euh, Ce que tu as vécu, tu vois, ce que vous avez vécu en fait à Château-Chinon, d'être comme ça entre frères, dans les études, etc. Et ensuite, donc tu nous as parlé de 3 ans en tout à Château-Chinon en présentiel. Et ensuite, donc, tu as fait combien? Tu as fait une année en Égypte? En Égypte, oui, c'est ça, une année. Ouais. D'accord, ok. Tu as fait quel programme? Moi, j'ai été à Libana. Ibana, ok. Ouais, qui est très connu en fait au Caire. Il y en a deux, hein, qui sont connus, si mes souvenirs sont bons, des instituts. El Ibana et l'autre c'est Badr, je crois, non? Ouais, j'ai oublié, frère. J'ai oublié. Je m'en rappelle Ok. pas, mais moi, j'étais à Libana et avec un shir à côté aussi. D'accord, ok. Ok. D'ailleurs, Et c'était le premier Français qui l'acceptait quand ouais. j'ai été le voir. Ouais. Il était un peu sur la réserve et il m'a accepté, alhamdoulilah. Ça a ouvert la porte après à d'autres Français. Alhamdoulilah. Ok, ok. Oui, parce que pour rappel, pour ceux qui ne savent pas forcément, l'Égypte, en tout cas pour moi, ce que j'en sais, hein, ils ont développé en fait des méthodes,
en langue arabe qui sont quand même connus et reconnus dans le monde entier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont en Égypte pour apprendre la langue arabe. Et à titre d'info, si je peux me permettre de balancer une petite info, c'était en 2015. C'était en 2015 et en fait, mon voyage en Égypte a fait à réveiller des gens, donc convocation, etc. Parce qu'à l'époque, je voyageais beaucoup. J'ai vécu en Thaïlande, j'ai vécu en Australie et je suis parti en Égypte. Et bah, toi-même, tu sais que quand tu pars en Égypte, tu vas pas dans des hôtels Hilton ou des hôtels 5 étoiles. Tu vas dans des quartiers populaires, tu as ton appartement, etc. Donc, du coup, c'est pas Oui. visible. Et ça m'a valu une convocation. Une convocation parce que c'était suspect de se rendre en Égypte, surtout qu'après 2015, c'était après donc le coup d'État du général Sissi et des milliers de musulmans qui ont été tués, etc. C'était un contexte aussi très, très, très particulier. Donc voilà. Et puis très connu en fait pour la langue arabe, en l'occurrence, Arabia Baina Yadayk, Ah qui est oui, une méthodologie quand même connue et reconnue. Il n'y a pas que les tomes de Médine. Hein. Donc voilà. Alibana, c'est d'autres tomes, tu connais, hein, qui sont faits par eux et par eux seuls et interdits d'être distillés ailleurs. Oui, bien sûr. Après chaque institut, on appelle ça un marquez, qui propose des moustawet. C'est des niveaux, en fait, des niveaux de langue arabe. Généralement, ça va de 0 à 12, 10, peu importe, en fait, le programme que l'institut propose. Et en fait, cet institut, mais on retrouve souvent beaucoup Arabia Beina Yadek quand même un petit peu au centre de tout ça, dans le sens où, contrairement au tome de Médine, c'est beaucoup axé aussi sur le conversationnel, sur l'oral, sur etc. Il y a beaucoup de calimètres, etc. Les arabes, tu le retrouves plus dans les livres de Médine. Hein. Euh, Ouais. ouais, un peu. Enfin, Après, si, il n'y a pas que ces deux méthodes, mais si je compare entre les deux méthodes, tu vois. après, c'est vrai que si on devait faire une différence entre Château-Chinon, en tout cas pour moi à l'époque, hein, attention, Ouais. je ne prétends pas dire Château-Chinon en 2000, attention, 2010 ou voilà. Et l'Égypte, c'était vraiment axé sur la grammaire, tout ce qui est grammaire, conjugaison, tout ça, et la France vocabulaire. Voilà. Ouais. Ok. D'accord. Ok. Mais après, bon, le vocabulaire venait petit à petit avec les cours de grammaire et tout ça en Égypte. Ok. Libana, hein, Libana. Et Bana, ouais. Ok. Alors, bah, une question qui se pose. Tu as fait Château-Chinon, tu as fait l'Égypte, voilà. Tu as eu un petit cursus quand même religieux. C'est pas rien parce que il faut se rendre compte que sacrifier autant de temps et d'argent, ce n'est pas donné à tout le monde et tout le monde n'en a pas forcément la capacité. Voilà, faut dire les choses. De une et de deux, on va parler donc du coup du point de vue financier. Comment est-ce que tu travaillais à côté? Est-ce que tu as travaillé avant, tu as mis de l'argent de côté? Est-ce que tu travaillais en parallèle? Si tu peux nous expliquer un petit peu tout ça et puis même revenir un petit peu sur ton cursus scolaire et professionnel, Inch'Allah. Alors moi, comment dire ça, pour ce qui est de l'école, j'étais pas un petit peu comme Ismaël, tu sais, j'étais un grand rêveur et tout ça. J'ai écouté le début de la vidéo, j'ai pas tout vu encore. J'ai vu ça, c'est Ouais, bien. Allah, j'étais vraiment dans un autre monde et tout, tu vois, et Ouais. j'aimais pas trop l'école, sauf certaines matières et certains professeurs. Je dois avouer que selon les profs, ça pouvait radicalement changer. Mhm. Il faut être honnête, hein. Sinon, donc, on va dire, j'ai arrêté l'école assez tôt pour travailler en fait. Comme je t'avais dit, je voulais être indépendant rapidement et quitter cette dépendance vis-à-vis de mon père. Et donc j'ai vite voulu aller sur ce terrain-là. Et, et en même temps, je suis parti aller habiter chez ma mère. Voilà, ça, Ok. voilà. Parce qu'il fallait que je sois indépendant, mais je ne pouvais pas non plus rester chez mon père et j'avais pas encore Mhm. un endroit où habiter, donc j'étais chez ma mère. Le temps justement de trouver cela. Donc j'ai travaillé, j'ai payé tu sais, mes khourouj et tout, 40 jours. Je suis même allé au Pakistan, en Inde, 4 Ok. mois.
2 mois en Inde et 2 mois au Pakistan, peut-être même Ok. un peu plus même. Et en rentrant, donc l'objectif c'était de travailler, de me marier, mais est venu Château-Chinon, tu vois. Mhm. Et donc Château-Chinon a retardé tout cela, mais c'était une bonne chose, tu vois. Alhamdoulilah, parce que j'étais pas trop lourd pour ma mère, on va dire, puisque étant à Château-Chinon, j'étais présent que pendant les vacances. Et, et puis euh, et puis après Château-Chinon, j'ai fait une formation, j'ai travaillé et je suis venu en région parisienne. Parce que là, après Château-Chinon, il fallait vraiment que je quitte le cocon familial, tu vois. Ouais. Alors, pour dire un truc, chez nous, les Français, en tout cas dans ma mentalité à moi, qu'on m'avait imposée à l'époque, il y avait cette idée à 18 ans, tu te barres, tu vois. C'était un Hmm. peu. 18 ans, c'est la limite. C'est pas comme ça chez les Maghrébins et c'est pas non plus comme ça maintenant chez les Français, je pense, parce que les études durent longtemps maintenant. Hmm. Et donc à l'époque, il y avait cette idée à 18 ans, tu te barres et tout, ça tiltait là-dedans, tu vois, malgré tout. Et, euh, et une fois que je suis revenu de Château-Chinon, que j'ai fini mes études, bah, j'ai vite travaillé ça, et en région parisienne. Et je me suis installé en Île-de-France, comme je Tu fais. travailles dans quoi? Alors à cette époque-là, j'étais dans la sécurité incendie. Ok. Tu sais ce que c'est? Non? Bah, développe, mais je pense savoir, mais développe. C'est la prévention des incendies, c'est-à-dire surveiller à ce que tout soit en règle Dans les entreprises. dans les grandes surfaces, les entreprises, les lieux qui accueillent du public, en fait. Ok. Donc, j'ai travaillé dans cela au début. Et après, bon, et puis j'ai fait d'autres choses. Après, j'ai fait de l'intérim, j'ai fait de tout, en fait, un peu intérim, livraison. Après, chauffeur poids lourd, après super poids lourd. Voilà, j'ai fait un peu de tout en fait. Alors, il y a, Bien il y a des business. métiers. Oui, on va en Oui, hein, parler après. Mais il y a des métiers que tu as fait par envie ou c'était purement alimentaire? généralement purement alimentaire, sauf le super poids lourd. Voilà, super poids lourd, Ok. je voulais vraiment le faire par envie. Ok. Tu fais conduire les camions, les poids lourds et tout ça, ouais, faire le régional, les distances, livrer, Ok. etc. Ouais, je kiffais ça en fait. Le grand déplacement, les primes. Ouais, les primes paniers, tout ça. À l'époque, les bons salaires et tout, voilà, il faut pas Hmm. se mentir, hein. Par contre, c'était très, très dur, hein. Il fallait travailler, entre 11 et 13 heures par jour. Généralement, c'était ça. Ah ouais, quand même, hein. Donc quand je passais à 7 heures, je disais: «Oh, c'est cool». Ça change. J'imagine bien. Mais oui, hein, j'ai payé, les sorties Tablir, j'ai payé avec les travaux saisonniers, tu sais, à l'époque, j'ai travaillé aussi dans les espaces verts, voilà, j'étais dans un Hmm. village où pendant 1 an, je travaillais là-bas, j'ai payé le khourouj et tout, heu et voilà, avec le travail, j'ai payé tout ça, quoi. Oh, Ok. alhamdoulilah. Ok. Bah, on va en venir à quelque chose. Je pense que c'est important qu'on en parle maintenant. Je vais te donner une information et tu vas me dire euh, si ça te parle. Islam et culture. Est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que c'est? Islam et culture. C'est ma chaîne, YouTube, C'est ta chaîne YouTube. Ok, voilà. maintenant j'y viens. En fait, islam et culture. Moi, je veux savoir, tu as une chaîne en fait YouTube. Nous avons parlé un petit peu de toi. Maintenant, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus donc de ta chaîne YouTube, mais pas ce que tu fais là actuellement, mais comment est venue l'idée de créer en fait cette chaîne et pourquoi? Heu, alors, au début, alors, il y a tellement de choses, mais je me rappellerai pas de tout, hein. Mais, comme je l'avais dit rapidement dans une de tes émissions, j'avais pas l'intention d'être présent sur, le net au début, et voyant la nécessité de cela, par rapport à des chaînes, des discours, islamophobes qui existaient et qui se distillaient massivement, bah, j'en suis venu à l'idée de faire quelque chose. Voilà, il fallait que j'essaye de faire des petits trucs et tout. Et puis, étant quelqu'un qui a ce parcours-là,
et qui lit beaucoup. Voilà, j'aime bien lire. À la maison, j'ai beaucoup de livres, alhamdoulilah. Et depuis en fait, Château-Chinon m'a donné le goût du livre. Quand je suis arrivé à Château-Chinon, après quelques mois, j'aimais beaucoup lire. Il y avait un frère qui m'avait motivé à lire, etc. Et puis depuis ce moment-là, je lisais tout le temps. Je voulais un peu rattraper mon retard, si on peut dire ça comme ça. Je lisais tout ce qui me passait devant, et les journaux, tu sais, tout ça. Et bien sûr, les livres religieux et tout, les livres en arabe après. Et, 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 et donc, en lisant et avec ce parcours, forcément, t'as une, on va dire, tu te projettes, tu te, tu fais, comment dire cela, des projections et tu te dis qu'il faut faire quelque chose pour amener, euh, Inch'Allah, en tout cas essayer quelque chose de positif par rapport à tout ce qui est fait contre l'islam. Et donc, islam et culture, c'est islam. Donc, essayer d'apporter des choses sur l'islam qui sont importantes. Et en même temps, une culture, c'est-à-dire la science utile, quelque chose d'utile pour les musulmans, qui va être un acquis positif pour leur permettre non pas que d'avoir du religieux, mais aussi d'avoir du répondant sur d'autres terrains, tu vois, historiques et des choses comme ça. Donc il y avait beaucoup d'envie au début, mais après, voilà, je suis très loin d'avoir pu réaliser ça. Je suis aux antipodes et ça demande qu'à se développer et à avancer encore, quoi, Inch'Allah Ta'ala. Alors, comment dire ça? Tu sais, le, le- les discours des ex-musulmans sont aussi très inspirants pour moi parce que quand ils sont arrivés sur Facebook, j'ai tout de suite compris qu'ils allaient être utilisés par le système, alhamdulillah, et mis en avant. Et donc, leur discours d'entrée, il était important à connaître pour justement apporter une réponse islamique, mais aussi culturelle, parce que ces gens-là viennent avec des ambiguïtés sur l'islam, mais aussi en disant des choses sur l'histoire des musulmans, sur les musulmans n'ont rien apporté à la civilisation, des choses comme ça. C'est pour ça que la réponse, c'est l'islam et la culture générale, tu vois, authentique, réelle, etc. Et donc ça m'a beaucoup, c'est un peu une opposition à ça, mais pas seulement, hein, parce qu'eux, ils sont utilisés par tout un système. Donc c'est un peu une réponse aussi à tout ce qui est engagé en termes d'islamophobie contre l'islam et les musulmans, notamment ici en France, hein, évidemment. Alors excuse-moi d'être un peu brouillon, un peu. Non, non, il n'y a pas de souci, je t'écoute, on t'écoute. Et J'espère juste ouais. que j'ai été compréhensible parce que c'était pas évident ça. Si, si, bon, on a tout à fait De manière compris en résumée. fait. Oui, oui, on a compris, hein, islam et culture. Au début, j'allais te poser quel type de culture. C'était forcément en fait une culture islamique ou culture générale. Et donc, tu nous as éclairci un petit peu sur ce point. Tu as parlé aussi des apostats, l'utilité aussi de mettre en garde, enfin d'en parler pour connaître aussi et de connaître un petit peu leur discours pour mieux appréhender ensuite derrière une rhétorique. Et je me souviens que tu avais parlé de Majid Oukasha. Oui, alors ça, c'était au début quand je suis Ça arrivé remonte sur ça un YouTube. peu. Ouais, Je crois ça qu'il date est, de il est toujours là. Il est toujours là, hein, Miskin. Je dis Miskin, mais volontairement. 2018, Ouais. si j'ai bonne mémoire. Oui, j'ai commencé ma chaîne YouTube avec des livres sur la civilisation musulmane, qu'a apporté la civilisation musulmane à l'Occident, Ok. et aussi des réponses, des réfutations à Majid Oukasha. J'ai commencé Hmm. comme ça, et aussi pour donner l'envie aux musulmans de lire, de s'acheter des livres, Ok. parce que c'est très important pour moi, parce que c'est un constat, beaucoup de musulmans ne lisent pas. Il ne faut pas se mentir. Ça serait, je suis loin de mentir en disant que beaucoup de musulmans n'ouvrent pas un livre durant toute l'année. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se remotiver, chacun de nous, Hmm. durant toute notre vie, à vraiment avoir une bibliothèque à la maison. Pour moi, chaque famille musulmane doit avoir une bibliothèque à la maison. Merci de le rappeler. Barakallahu fik pour ce rappel. Et c'est vrai que c'est très important, effectivement. Après, c'est vrai qu'il y a des moyens d'apprendre des choses qui sont quand même différentes. Alors,
Tu sais, tout à l'heure, on parlait de présentiel, si il faut privilégier, quand vous voulez apprendre quelque chose, on privilégie quand même le enseignant-élève, ce rapport-là, physique. Mais aujourd'hui, il existe beaucoup de choses, et même en termes de lecture, c'est vrai qu'il y en a beaucoup euh, pour qui, je pense, l'école aussi a dégoûté de la lecture. Tu vois, moi personnellement, l'école m'a fait dégoûter de la lecture, et donc j'ai su plus tard, j'ai réussi plus tard à renouer en fait ces liens avec la lecture. Encore, s'il y avait des liens. Mais c'est important pour chaque, surtout pour chaque famille musulmane, d'avoir une bibliothèque à la maison. Tu l'as dit. En fait, tu l'as si bien dit. Pour et je pense aussi, c'est en lien aussi avec l'éducation religieuse qu'on veut donner aussi à notre enfants, à nos enfants. Parce que si nous n'avons pas ce lien-là avec les livres religieux, euh, avec le souci de donner une éducation religieuse à nos enfants, bah, ça va être compliqué. Je vois mal, en fait, de donner une éducation religieuse à nos enfants avec aucun support. Juste oralement comme ça. Tu vois ce que je veux dire? L'image. Et c'est très important, d'autant plus qu'aujourd'hui, alors certes, c'est parce qu'il manque tous les livres de Aqidah, de Fiqh, de Hadith, mais aussi, et j'en parle souvent, de livres sur les dynasties musulmanes, sur l'histoire, sur la civilisation musulmane. En l'occurrence, Sarrazin, Héritage édition, Ribat édition, etc., etc., etc. Un grand salem déjà à eux pour tout ce travail conséquent aussi qu'ils apportent à la communauté. Parce que peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, mais leur travail est énorme, est énorme. Donc voilà. Ah oui, oui, c'est pour moi les livres de certaines éditions, et je ne vais pas les citer ici pour plusieurs raisons, puis d'autres, comme tu les as cités ici, Ribat et tout ça, c'est vraiment, alors je l'utilise dans le sens français, attention, une révélation. C'est vraiment des livres qui m'ont vraiment imprégné, qui m'ont plu énormément. On était plongé dans la lecture, quoi. On était à l'intérieur du livre, notamment la biographie de Khalid ibn al-Walid, radiallahu ta'ala an, les conquêtes de l'Égypte, Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala an, et beaucoup d'autres, hein. Franchement, Ouais, c'est incroyable. c'est tellement beau. Et pour être honnête, quand je les ouvrais, je les fermais pas, hein. C'était, c'est mieux que la télé. Ouais, ouais, non, c'est fou, Voilà, c'est on fou. Ils ont conseille. apporté quelque chose, oui, oui. On conseille tout le monde de se procurer en fait ce genre de livre. Et d'autant plus que voilà, je rappelle que Ribat édition, Sarrazin édition, on subit aussi un gel des avoirs. Donc aujourd'hui, on s'attaque euh, à un patrimoine, on s'attaque à quelque chose de très important, on s'attaque euh, à la science, on s'attaque en À fait notre histoire. à notre histoire. Et c'est très important et il faut qu'on s'en rende compte. Oui, oui, comme tu l'as dit, aujourd'hui, les livres commencent à être ciblés. On a plusieurs anecdotes avec Riyad Salihin, tu le sais, hein. Et il y en a d'autres, hein. Par exemple, moi, dans mon gel des avoirs, un livre est cité, c'est un livre sur les Ouïghours, sur l'histoire des Ouïghours, oui. Et par exemple, en commentaire, c'est Apologie du djihad. Voilà. Et bien évidemment, les termes, quand eux les utilisent, n'ont pas les sens islamiques que nous connaissons, puisque derrière, il y a toute une propagande médiatico-politico-islamophobe. Donc eux, lorsqu'ils utilisent ces mots, ça signifie terrorisme et des choses comme celle-ci. Euh, mais le livre en soi bah, ne comporte rien de mal, évidemment. Euh, Pareil pour Riyad Salihin, etc. Après j'ai une chose à dire, c'est important, je pense, pour les musulmans d'essayer quelquefois, pour aider les non-musulmans qui ont accès à ces livres-là, de mettre des explications. Par exemple,
pour plus de compréhension et voilà, parce que en vérité, même si beaucoup de ceux qui font ces comment dire cela? Qui font ces notes-là sont très malhonnêtes et là je m'exprime pas vis-à-vis d'eux, mais de manière générale, il est utile de préciser sous certains hadiths, de les recontextualiser, d'expliquer pourquoi, comment, pour justement éviter une mauvaise compréhension, des mauvaises compréhensions. C'est important de faire cela, je pense, pour, éviter, voilà, pour mieux se Ah. comprendre, Ah, voilà. tu penses qu'il faut faire vraiment ce travail en amont pour. Je vais pas ici donner, d'exemples parce Hmm. qu'après il faudrait détailler ça et pour ton émission, c'est pas le sujet non plus, mais il y a des hadiths qui peuvent être, mal compris Hmm. et c'est bien de mettre une explication en dessous, une note explicative bien détaillée, pour éviter que quelqu'un, l'interprète de travers, que ça soit, avec une bonne ou une mauvaise intention. Ok. Voilà. Alors, tu nous as parlé du livre sur les Ouïghours. C'est quel livre sur les Ouïghours précisément? Il est blanc avec, un cavalier avec un arc comme Oui, ça. oui, ouais. Alors, d'accord. Ok, tu vois. C'est de quelle maison d'édition celui-ci? C'est le Bayina. Ah, c'est le Bayina. Ok, d'accord. Et tu connais les autres livres qui sont entre guillemets la cible, malheureusement la cible. Alors alors pour être honnête avec toi, Que je- pour avoir lu, ce que les notes disaient, n'importe quel livre, peut être ciblé. Ouais, C'est-à-dire n'importe quel que livre religieux. voilà, eux, mettent ce qu'ils veulent comme note, Ouais. imposent ce qu'ils veulent comme intention, Sujet à déduction, interprétation. Ok. voilà, amalgame, tout ce que tu veux. Donc ils peuvent te prendre n'importe quel livre et te dire, apologie du terrorisme, comme ça, en claquant des doigts. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est important de dire que cette loi contre le terrorisme, peut-être séparatisme, hein, je suis pas un Séparatisme spécialiste, 2021. ou les 2, hein, sont des lois extrêmement floues, Mais, imparfaites, mais qui volontairement permettent flou, tu penses? voilà, qui permettent, de justifier l'injustifiable, si elles sont et notamment de cibler des musulmans innocents aux antipodes du terrorisme, si ces lois sont entre de mauvaises mains. Et par exemple, alors c'est le cas présentement, mais si demain on devait avoir un gouvernement encore plus islamophobe, ça va voilà, ça peut arriver, hein. On est déjà en disant ça, je peux avoir un gel parce que le simple fait de dire qu'il y a une islamophobie d'État, les gens qui font ces notes peuvent, te mettre un gel en disant que tu as, dit, islamophobie d'État. Voilà. Mais Alors pourtant, c'est totalement factuel. Les chiffres alors que, parlent d'eux-mêmes. oui, mais, ils peuvent le faire. La loi est comme elle est, c'est-à-dire imparfaite, je t'épargne tous les détails. Mais ouais, ils peuvent le faire et alors que, il suffit de rappeler que c'est, jusqu'au plus haut niveau avec, des paroles comme: «À bas le voile». Donc en disant ça, je suis loin d'être menteur, hein, je fais qu'un constat Mm. et si j'ai tort, qu'on me le prouve en refaisant, ces lois, de manière bien faite et cetera, qu'elles ne permettent pas de cibler des gens innocents qui sont aux antipodes du terrorisme. Et si demain, aucun musulman, qui est aux antipodes du terrorisme n'est ciblé injustement par le gel ou des perquis ou des gardes à vue, je dirais que j'ai tort. Mais aujourd'hui, Mm. je je peux pas le dire, j'ai que raison. Voilà. Mais si on comprend bien, Michael, si tu dis que la France est enfin, en France, il y a une En islamophobie d'État, tu mmh. risques plus que Retailleau qui dit dans un meeting bien précis, à Ah bas bah, le le voile. oui, oui, C'est tu risques c'est le faux. gel, tu risques, la perquis, ce qu'ils appellent, la visite domiciliaire, alors que la visite domiciliaire, c'est gentil comme terme, c'est: «Oh, on te T'as visite, tiens l'impression les» limite, on leur sert le café. Tiens, voilà, tu assis-toi. frappes à la porte, voilà les Un petits sucre, de gâteaux, sucre. Ouais. exactement, alors que c'est violent. C'est, un viol de l'intimité, et des milliers de musulmans,
innocents ont vu leur intimité violée, ce qui est inacceptable. Voilà, c'est inacceptable pour moi. Alors oui, évidemment, si un musulman est sectarisé, et qu'il est aux antipodes d'une bonne compréhension de l'islam et qui commence à partir en cacahuète et à vouloir comme alors oui, évidemment, lui, il faut le perquis, il faut tout ce que tu veux, mais euh, ce que je suis en train de dire ici, c'est que des milliers de musulmans ont été ciblés par cela alors qu'ils sont innocents, parce qu'on est dans ce que j'appelle n'importe quoi, la punition collective. Par exemple, on a un individu qui vient de Moscou, j'ai pas, qui vient de Moscou, pour donner un exemple, hein, qui vient de Moscou, qui fait un truc gravissime ici en France en tuant un professeur, Samuel Paty, et après on nous dit l'islamisme, le terrorisme, et on s'en prend à nous, les Français musulmans, avec des perquis, des machins, des trucs. Alors que le gars vient de Moscou, c'est-à-dire qu'on est à chaque fois victime de punitions collectives, de nouvelles lois, comme si les politiques ne nous comprenaient pas, ne savaient pas comment on pense et comment discuter et comment nous comprendre. Et c'est pour cela, tout à l'heure, je disais que c'est important qu'on mette des explications, des notes dans nos livres pour justement éviter l'incompréhension, tu vois. Et aujourd'hui, ce qu'on nous impose comme porte-parole ne le permet pas. On a des gens qui ne nous représentent pas, tu sais, ces porte-paroles qui ne parlent pas très bien le français, qui ceci et qui cela, qui sont soi-disant, qui sont imposés par un système. Et donc, lorsque les musulmans viennent dire que ces porte-paroles, je mets toujours les guillemets, hein, Ah ne oui. nous représentent pas, alors on a toujours, on a de facto un discours. Si vous ne sentez pas représenté par un tel, c'est que vous êtes radicalisé, puisqu'un tel est Mm. soi-disant dans un islam modéré ou antisémite, parce qu'un tel serait, voilà. Alors que c'est absolument pas le cas. On est juste en train de dire qu'un tel ne représente pas les musulmans et qu'on aimerait que les musulmans soient enfin représentés par non pas une ou deux personnes, mais par plusieurs personnes, Mm. une dizaine, une vingtaine, qui les représentent réellement, qui soient compétentes, qui soient réellement musulmanes, qui soient Mm. sages, savantes, qui sachent s'exprimer dans un bon français, etc. Lorsqu'Allah Azzawajal envoie un prophète vers un peuple, il l'envoie avec la langue de son peuple et non Mm. pas avec la moitié de la Mm. langue de son peuple ou le quart, hein. Mm. Et donc ça fait parmi les sagesses, c'est-à-dire qu'on doit avoir des personnes. Alors il y a beaucoup de conditions évidemment, mais parmi ces conditions, elles doivent savoir s'exprimer. Et la plus grande, bien sûr, réellement nous représenter, hein, dans notre diversité, etc. C'est pour ça que je dis une vingtaine de personnes, une dizaine de personnes. Mm. C'est pas bien d'avoir une ou deux, tu vois. Mm. Euh, je pense que tu es assez d'accord avec ça. C'est alors j'ai perdu un peu le fil. Alors oui, tu peux être facilement gelé, facilement ciblé, et on viole ton intimité très facilement maintenant quand tu es musulman en France. C'est-à-dire ton islamité suffit. Le fait que tu aies des livres islamiques à la maison suffit. Par exemple, moi, dans ma dernière perquisition, les livres que j'ai à la maison, ma bibliothèque a été qualifiée de bibliothèque non pas musulmane, mais islamiste. Donc, alors, moi, j'ai envie de demander aux policiers pourquoi vous qualifiez ma bibliothèque de islamiste au lieu de musulmane. Et dans ma bibliothèque, il y a aussi des livres qui ne sont pas islamiques. Il y a de l'histoire, il y a de la géopolitique, il y a beaucoup d'autres choses. Et bon, il est vrai qu'elle est à 75% islamique. Fallait mettre des petites romances dedans. Comme ça, Non, peut-être. Comme ça, ouais, t'aurais un ouais, petit- mais après, juste concernant Ouais. la punition collective, il faut cesser avec cela, il faut refaire les lois, il faut arrêter de s'en prendre aux musulmans français qui n'ont rien fait, qui sont innocents aux antipodes de tout ce qu'on les accuse. Il faut respecter leurs croyances, leurs pratiques, il ne faut pas s'ingérer dans leurs croyances.
l'État n'a pas à s'ingérer dans leurs croyances. S'ils respectent la laïcité. Voilà. L'État n'a pas à s'insérer dans leurs pratiques. Il faut arrêter avec ça, nous laisser tranquilles. Et bien sûr, il faut des bons représentants pour construire une bonne relation avec l'État. Il ne faut pas être représenté par des musulmans, alors excuse-moi de le dire très rapidement, des cassos qui nous feraient des problèmes. Et pour moi, tout ça, c'est vraiment important. Il faut aussi, malgré tout ce qu'on subit, essayer de construire une bonne relation avec l'État, sans vendre sa race. Excuse-moi de le dire comme les jeunes, hein. J'aime bien cette expression. Ok, ok. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. Malheureusement, les représentants. Vas-y, Mickaël. Juste pour très rapidement, je voulais dire aussi que la visite domiciliaire, la perquis, c'est quelque chose qui traumatise les plus petits. Donc quand on a des enfants, voilà. Et donc c'est important de le dire, ça aussi. Et je dois quand même dire que les policiers ont été très cool avec moi, très gentils. On s'est vu à plusieurs Non, reprises. on va en discuter un petit peu plus en Je voulais détail. Ouais. juste dire ça Oui. parce que peut-être que l'un d'eux écouterait cette vidéo, il se dirait: Mm. «Ouais, on a été cool avec lui, la prochaine fois qu'on va aller le voir, on va tout péter». Non, non, je dis pas ça alors je dis pas ça pour Calmez-vous. ça, je dis pas ça pour Ouais. ça, mais je l'ai déjà dit auparavant, je tiens vraiment à dire que même si, derrière la procédure est à charge, qu'elle veut vous accuser alors que vous êtes innocent, Mm. procès-verbal, il est à charge et cetera. Je tiens quand même à dire qu'ils sont très bien comportés avec moi. Ils ont été très respectueux. On s'est vouvoyé, et cetera, et c'est pour cela, je conseille vraiment aux musulmans, aux musulmanes qui peut-être demain, subiraient ces injustices, de patienter, d'être dans le vouvoiement et le respect, pour ne pas, créer plus de problèmes qu'il y en a déjà. Ok. Mais d'ailleurs, on va en parler. On va en parler. Mais avant qu'on en parle, Mickaël. J'ai pas bi Tu te fais un café, c'est ça? Ouais, ouais, avant qu'on Mmh. en parle, je vais me faire un café parce qu'on va parler sérieusement. On va parler Je sérieusement. Non, mais déjà, je voulais faire avant qu'on parle. Non, mais pour qu'on sache un peu de quoi on t'accuse, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais avant, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel. C'est vrai qu'aujourd'hui, les musulmans, ils sont taxés de plein de choses, d'antisémitisme, machin, etc. Il faut savoir que c'est pas les musulmans qui ont créé l'antisémitisme et les musulmans n'ont strictement rien contre les juifs. Alors ça, c'est important de le rappeler parce que j'ai l'impression que dans la tête de beaucoup de non-musulmans, ils ont cette fameuse idée qui est bien évidemment entretenue par d'autres. Mmh. Je vais pas parler ici de l'histoire de France. J'ai écrit dessus, notamment un petit passage sur la création de l'antisémitisme pour remettre les choses à leur place dans un livre qui va sortir très prochainement. Les musulmans n'ont strictement en fait rien à voir avec ça, et un musulman, bien évidemment pratiquant, on va pas diverger sur ce que je viens de dire, mais on se comprend. Un musulman pratiquant qui ne pratique pas sa religion dans une cave, mais qui vit en fait en pleine société, etc., est tout sauf un danger pour la République. Bien au contraire, c'est une plus-value pour la société. Ça, faut vraiment le comprendre. Et la majorité des musulmans sont dans cette configuration-là. Voilà, déjà pour le rappel, nous ne sommes pas un danger, nous sommes une plus-value pour la société. Et maintenant, j'aimerais on a parlé un peu de gel des avoirs, on a parlé un petit peu de ça, Michael. Après, il y a peut-être des personnes ici qui ne savent pas forcément ce qui t'est arrivé, ce qu'il s'est passé. Donc, j'aimerais bien que tu commences à nous expliquer pourquoi, de quoi déjà as-tu été accusé et pourquoi? Si tu peux nous expliquer un petit peu chronologiquement ce qui s'est passé, Inch'Allah. Alors, encore une fois, avant de commencer, je tiens à préciser que je ne pourrai pas, tout dire Oui. et aussi me rappeler de tout, hein. Hmm. Voilà. Alors précisément concernant le gel, j'en ai parlé auparavant. J'ai eu mes comptes qui ont été bloqués du jour au lendemain sans le savoir. Ensuite, en me renseignant, j'ai vu que j'avais,
mes comptes bloqués pour soi-disant appel ou soutien au terrorisme ou financement du terrorisme, quelque chose comme ça. Ce qui m'a beaucoup étonné puisque j'ai toujours, comment dire cela? J'ai toujours eu un discours très clair sur le sujet dans mes vidéos, dans mes écrits, en disant que le terrorisme est innocent de l'islam. Voilà. Mais le rapport étant à charge, on me fait dire ce que je ne dis pas, on me fait penser ce à quoi je ne pense pas. Par exemple, on a pris un exemple parce que le rapport me concernant fait 140 pages. Hein. J'y ai eu accès. Donc il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de copier-coller, beaucoup de captures 140 d'écran. pages. Mais 140 c'est. pages pour cibler quelqu'un qui a rien à se reprocher au final. Hein. Mais après, j'ai été curieux, je me suis dit quand même 140 pages plus tout ça, combien ça coûte à l'État? J'imagine les fonctionnaires écrire 140 pages, travailler sur moi pendant des heures et des heures, visionner toutes mes vidéos, c'est pas mal quand même. Ça fait beaucoup de taf. Sur... Ça fait vraiment beaucoup de taf. Il kiffe, tu les fais kiffer. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas ChatGPT pour travailler beaucoup plus vite, tu vois. Et j'ai demandé à ChatGPT combien ça coûterait, tu vois, j'ai tapé, et il m'a dit entre 15 000 et 30 000 euros. Alors, j'imagine qu'ils ont dépensé entre 15 000 et 30 000 euros rien que pour cibler un innocent. C'est quand même quelque chose d'impressionnant, je dois dire. C'est beaucoup de gaspillage d'argent, hein, en fait. Surtout les autres problèmes qu'il y a à côté qui sont prioritaires. Hein. Tu vois, trafic de drogue, tout ce que tu veux, voilà quoi. Et donc, j'ai une parole qui dit, par exemple, plusieurs paroles d'ailleurs qui condamnent le terrorisme ici et là, et notamment, ils en ont posé une en disant, Mickaël dit que le terrorisme salit l'image de l'islam et ne va pas dans les intérêts de l'islam, en disant, ça sous-entend, selon Mickaël, que le jour où le terrorisme donnera une belle image de l'islam et ira dans les intérêts de l'islam, bah, ça sera super cool le terrorisme. Tu sais, c'est vraiment une note comme celle-ci, et tu dis, mais les gars, les agents ont le droit de faire ça. Tu sais que tu tombes de haut quand tu vois des notes comme celle-ci, tu te dis, mais c'est incroyable ce que la loi leur permet de faire aujourd'hui pour pouvoir cibler une personne. Et toutes tes paroles sont réinterprétées, etc. Et surtout décontextualisées. Les termes utilisés sont faits sont là pour être à charge. Tu vois, ils jouent avec les mots islamiste, djihadisme, etc. Ils transforment les mots de l'islam. Ils se servent de ce qu'ils ont construit pour te le mettre sur le dos. Parce que les mots de l'islam, chez nous, n'ont pas ces interprétations-là. Et moi, une de mes activités, c'était de remettre en avant les vrais sens des mots islamiques. Par exemple, le mot sharia, ça veut dire el-islam kullu, la religion dans sa totalité. Euh, et eux, ils disaient, ouais, il fait l'apologie de la sharia, tu vois. Et moi, dans mes vidéos, je disais, la sharia, c'est l'islam dans sa totalité. Et donc, comment un musulman ne pourrait pas faire l'apologie de sa religion? C'est assez paradoxal. Donc, tu vois bien que notre discours, notre compréhension à nous, ils nous l'ont confisqué. Et ils nous ont imposé leur compréhension tordue, falsifiée. C'est pour cela que je parle de... Alors, il y a de la malhonnêteté, mais je parle de reconstruire un vrai dialogue avec le système, avec l'État, parce que c'est pas possible de communiquer comme ça, quoi, en diabolisant les mots de l'islam. Par exemple, le mot fatwa, par exemple. Le mot fatwa, je t'apprends rien, dans le langage médiatique, c'est une peine de mort, un truc comme ça. Wanted, tu sais, une affiche comme au Ouais. temps des militaires. Mais Ouais, c'est le ça. mot fatwa, islamiquement parlant, n'a pas du tout ce sens-là. Et c'est pour cela, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, lorsqu'il y a un problème entre le porte-parole et Rima Hassan,
au moins ayez la décence de ne pas utiliser le mot fatwa et de régler vos problèmes entre vous au tribunal. Voilà. Mais ne venez pas utiliser le mot fatwa, mettre l'islam là-dedans. J'allais dire foutez-nous la paix. Astaghfirullah. Laissez les mots de l'islam, laissez les musulmans tranquilles et réglez vos problèmes entre vous au tribunal. Le mot fatwa n'a pas à être présent ici. Et tu vois, ce combat, ce travail à essayer de redonner aux mots, de venir dire voilà, ce que vous dites, c'est pas ça, les mots de l'islam, c'est pas ça, ça dérange énormément. Ça dérange énormément et je pense que c'est une motivation de ciblage. Alors, peut-être que je peux me tromper, mais le fait de redonner aux mots musulmans leur vrai sens empêche une mécanique islamophobe de se mettre en route. Tu vois, il y a, et donc là, il y a vraiment un combat pour les musulmans et il faut investir ce terrain, il faut se réapproprier nos mots. Et ça passe par des paroles des médias musulmans. Non, il n'y a pas de fatwa ici, laissez-nous tranquilles. Le mot sharia, ça ne veut pas dire ça. Le mot djihad, ça ne veut pas dire terrorisme. Et un musulman ne peut pas dire que le mot djihad n'existe pas, parce qu'il est écrit dans le Coran et dans la sunna authentique. Mais par contre, il n'a pas le sens que lui donnent les médias et ceux qui ont fait ces notes pour imposer un gel. Aucun de nous n'appelle au terrorisme, aucun de nous n'appelle à financer le terrorisme, etc. Tu vois. Mais bon, je pense que tu vois, je pourrais citer d'autres exemples. Par exemple, moi, j'avais pour habitude de temps en temps sur ma chaîne, sur mon compte Twitter, de mettre des étymologies de mots. Tu sais, tel mot français vient du mot arabe, voilà. Et une fois, j'ai relayé une étymologie du mot kafar, qui vient de kafir, tu vois. Et dans le dossier de 140 pages, ils ont fait cette capture en disant Michael compare les kofars, les incroyants, mécréants, à des cafards. Donc ça, ils le mettent dans le texte. Alors que moi, je suis un amoureux de l'étymologie et que je remémore des mots qui viennent de l'arabe, du français, quand je le peux, quand j'y pense. Et je l'ai fait avec d'autres mots que cafard. Donc, c'est-à-dire qu'eux te prennent une partie de toi seulement pour faire de toi ce que tu n'es pas, en fait. Tu vois? Pour te donner un exemple, j'ai écrit à plusieurs reprises que les pays musulmans devaient pour avoir une véritable souveraineté et donc ne pas se faire cibler comme ça a été le cas ces dernières années injustement, ils devaient avoir des armées indépendantes, fortes, qui inspirent le respect, tu vois, qui fassent peur à ceux qui voudraient s'en prendre à eux. Et je précisais aussi dans mes écrits que ce manque de souveraineté avait provoqué des choses ces dernières années, notamment l'invasion de l'Irak et ces choses-là. Voilà, tu sais, on ne va pas rentrer dans tous ces détails, et que cette anarchie et ce chaos créé par l'occupation, par toutes ces choses-là, avaient engendré le terrorisme, et notamment Daesh, tu vois. Et dans le rapport, concernant le gel, on dit que Michael dit que Daesh vient de l'Occident, tu vois, alors que je ne dis pas ça. Je dis que ce chaos a participé à engendrer Daesh, tu vois. Tout le monde le sait, même les non-musulmans le savent, donc pourquoi j'aurais pas le droit de le dire? Étant musulman, je dois être gelé pour ça, je comprends pas. Et que la souveraineté, le fait que les pays musulmans aient leur indépendance totale et des armées puissantes, eh bien justement empêchera à des États qui veulent s'en prendre à eux, comme je l'ai dit, d'engendrer ce chaos, et le terrorisme disparaîtra. Et donc, tu vois, tout cela, on me le reproche. J'ai un peu le sentiment, peut-être, que l'idée d'un monde musulman indépendant, intouchable, dérange des gens. D'ailleurs, dans le gel, on me reproche aussi de dire
qu'Allah donne aux pays musulmans des gouverneurs dignes de ce nom et qu'il les préserve des dictatures. Et tu trouves dans les commentaires, après cela, que j'appellerai à la lutte armée. Alors que dans d'autres paroles, voilà. Non, mais c'est complètement fou parce que si on prend le cas contraire, donc ça voudrait sous-entendre, on pourrait sous-entendre qu'ils veulent que tu dises, tu souhaiterais que dans des pays musulmans il y ait une dictature. C'est pas correct, tu vois. Exactement. Nous musulmans, nous sommes pour la justice, pour l'équité, et nous voulons vivre dans un endroit stable, politiquement parlant, religieusement parlant. On veut vivre dans un pays stable et être respecter notre dignité, le droit de vivre, etc. Enfin bref. Quoi de mieux que de souhaiter qu'un pays, par exemple en l'occurrence musulman, qu'il n'y ait pas de dictature, d'injustice. C'est quand même fou. Mais je vais revenir sur ce que tu disais. Tu disais de proposer un travail supplémentaire pour éviter une surinterprétation. Mais ce qu'ils le font, c'est pas de la malhonnêteté intellectuelle, on n'est plus dans ça. Ce qu'ils font, c'est entretenu. Bah, très rapidement, pour terminer ce que je disais, j'ai d'autres paroles qui disent que j'appelle pas à la violence et qu'il faut pas se rebeller même contre une dictature parce que ça causerait des morts, des guerres civiles, etc. Et bien sûr, j'ai d'autres propos comme ceci qui appellent à la sagesse et tout, qui sont, en fait, je fais que relayer ce que disent les savants, hein, voilà, rien de plus. Moi, je suis personne. Mais eux prennent une partie et délaissent l'autre pour pouvoir te cibler. Voilà, je voulais terminer avec cela. Et concernant ce que tu as dit, alors moi, je pense il y a aussi, je dirais, de la moquerie, du jeu. Tiens, on va s'amuser, parce que en fait, j'ai remarqué des fois qu'ils prenaient une partie de mes propos et pas la parenthèse, l'explication qui était juste à côté. C'est-à-dire que j'avais un propos et à côté j'avais une parenthèse explicative qui disait ne pas comprendre dans ce sens-là, etc. Parce que je savais que eux regardaient, etc. Ce que d'habitude je ne fais pas parce que les gens, quand ils lisent, ils ont une bonne intention, ils sont pas pleins de malhonnêteté, donc ils comprennent où on veut en venir. Mais les concernant et connaissant la malhonnêteté, je mettais plus de précision. Alors eux, dans le renouvellement du gel, s'amusaient à mettre la parole, mais pas la parenthèse à côté. Donc, je comprenais qu'il y avait Il y a une volonté derrière. Voilà, je comprenais que tiens, prends ça dans la tronche, quoi. Ah, mais pas c'est... bon, mais voilà, quoi. Ah, mais oui, non, mais je comprends tout à fait. Mais c'est ça qui est fou, il faut qu'on s'en rende compte. Et que tout va dans ce sens-là. Ce qu'on vit aujourd'hui, subhanallah, c'est existentiel. Alors que nous ne faisons strictement rien de mal, nous demandons juste en fait, être respectés en tant que tel, en tant que musulmans. Et oui, pour revenir à ce que tu disais, ils veulent en fait, ils vont t'accepter uniquement en fait quand tu vas être, quand tu auras enlevé toute islamité de toi. Donc quand tu ne seras plus musulman, là Oui, ils pourront t'accepter. en regardant le gel, on conclut vite que le désir, c'est qu'on arrête tout en fait, qu'on n'ait plus de chaîne YouTube, qu'on disparaisse totalement. C'est vraiment, on peut comprendre ça assez aisément, quoi. Voilà. Et oui, c'est la conclusion qu'on fait en regardant tout cela, parce que tout cela est construit assez bizarrement, malhonnêtement. Donc on se dit que derrière, on veut vous faire peur pour que vous arrêtiez tout. Et qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Voilà. Mais Michael, tout ce que tu as vécu, le gel des avoirs, la violence qu'il y a derrière le gel des avoirs, aujourd'hui, via ta chaîne, via tes interventions, tes écrits ou en vidéo, est-ce que ça te pousse à te brider, à faire plus attention, ou tu continues comme tu faisais auparavant? Alors honnêtement, je dois faire attention, ça c'est certain. Non pas parce que j'ai quelque chose à me reprocher, mais pour faire face à toute cette malhonnêteté, en fait, à toutes ces constructions malhonnêtes, voilà, je dois m'adapter
tout en ne tombant pas dans le piège de vendre ma religion ou de me vendre ou de vendre ce que j'ai fait. Mais oui, hein, je dois évidemment m'adapter, c'est évident. Et je pense que ça, tous les musulmans et les musulmanes l'ont compris, hein. Aujourd'hui, la liberté d'expression, c'est plus ce que c'était dans les années 90 ou début 2000. Et on n'a pas, en tant que musulman, cette liberté que d'autres ont. Hein, il suffit de regarder tous les jours CNews, BFM, I24 pour voir que la liberté dont ils jouissent, eh bien, les musulmans n'y ont clairement pas droit, en fait, hein. Alors, et en plus de cela, nous, notre discours, il n'est pas belliqueux. En plus de cela, alors, imagine, alors que leur discours est clairement belliqueux, islamophobe, l'antisémitisme couscous, les musulmans sont tous pratiquement des antisémites, l'islam en action, c'est le terrorisme, le voile, ça fait partie du package idéologique du terroriste, les femmes voilées qui voient une femme qui n'est pas voilée la considèrent comme une voilà PU manana. Et donc la liste elle est très longue. Les Marocains et les Turcs ne veulent pas que leur enfant aille à l'école parce que pour eux l'école ça signifie rien du tout. Donc ça c'est tout le discours qu'on peut entendre dans les médias. Et là j'ai dit qu'une infime partie, frérot, qui est extrêmement belliqueux. Donc ils ont une liberté d'expression voilà phénoménale. Et en plus, elle est belliqueuse, elle crée de la division dans la société, de la haine, elle alimente l'islamophobie jusqu'à la mort du frère Abou Bakr, rahimallah, Rahimallah. azza wa jal, et l'agression quotidienne des sœurs voilées avec des voilà, avant bien sûr et après avec abat le voile. Mais nous, notre discours, il est vraiment pas belliqueux et pourtant on est bridé, quoi. Si on parle, on est vite ciblé. Et donc, ça pose question, hein. Mais c'est fou quand même, tu vois, parce que on est pleinement dans la société. Nous œuvrons pour éduquer nos enfants avec une certaine ouverture d'esprit, sans perdre. Attention, quand je parle d'ouverture d'esprit, bien entendu, pour un enrichissement culturel et autres. Et nous avons certes une religion, nous tenons à cette religion, notre religion est visible, mais dans le respect donc de tous. Et c'est fou comment nous sommes attaqués, comment on nous impute en fait tous les maux de la société, jusqu'à dire rupture des œufs, c'est notre faute, l'huile, c'est notre faute, etc. etc. On en rigole, on en sourit, mais c'est pour vous dire à quel point on touche un ridicule, mais en vrai de vrai extrême. C'est entretenu, c'est volontaire, etc. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que nous sommes même écoutés par des non-musulmans qui sont entièrement d'accord avec ce qu'on dit là actuellement. Nous n'avons pas de discours bizarre ou de double discours, car certains pouvaient le dire à une certaine époque à certaines personnes. Et je veux dire, c'est clair, c'est wadih, c'est clair, c'est transparent, c'est, je veux dire, sur cette base, comment pouvez-vous nous attaquer? C'est fou, hein? Exact, ouais. Et il y a des choses qui me font rire, même si derrière il y a des conséquences gravissimes, injustes, hein. C'est que moi, j'aime beaucoup la variété, mais utile. J'aime beaucoup rire, tu sais, faire de la mise en scène, etc., tout en étant utile, faire du positif. Et du coup, dans mes vidéos, j'avais tendance à faire des fois quelques vidéos en plaisantant sur cette actualité. Par exemple, je faisais une vidéo et je mettais derrière moi, tu sais, une bouteille de 20 litres d'huile, tu vois, de tournesol. Pour tenir. Ouais, voilà. Des choses comme ça, tu vois, ça faisait un peu rigoler. Et c'était des vidéos pour me moquer, en fait, du mensonge médiatique. Ouais, du ridicule, ouais. Voilà. Et par exemple, j'avais fait une vidéo à l'époque où je répondais à une personne qui était passée sur CNews, peut-être BFM, je ne sais plus, dans laquelle cette personne disait oui, les musulmans ne veulent pas que leur enfant lise autre chose que le Coran, tu vois.
Ouais, non, mais c'est dingue. Franchement, ils sont forts. Ils sont forts. C'est-à-dire, et je crois dans la vidéo, il y avait même le papa salafiste. Il y avait une expression comme ça, il disait ouais, sa fille, il veut qu'elle lise que le Coran, etc. Donc, Ouais. moi j'avais fait une vidéo où je coursais le mec en fait avec des livres, viens lire et tout, qui étaient des livres intéressants, mais qui n'étaient pas le Coran, un peu pour faire la promotion de ces livres-là. Ouais. Mm. Et je courais après lui dans le parc, etc. Bon, bref. Et ouais, j'aime bien faire des choses comme ça. Je trouve ça, je me prends pas au sérieux tout en Ouais. l'étant, en fait, hein. Mais Oui, bien sûr. c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo de ce style-là depuis longtemps, vu que j'ai pris en âge aussi. Voilà. Ok. Ok. Et, quel est l'avenir maintenant quel est l'avenir de la chaîne Islam et Culture et quels sont tes projets futurs? Bah, si Allah Azza wa Jal me donne santé et vie et qu'il m'envoie pas en prison pour rien du tout, parce que tu sais, aujourd'hui, on te fait un gel pour rien, alors imagine, on pourrait te mettre en prison pour rien aussi, hein, qu'Allah nous préserve de cela. Amine, mais malheureusement, c'est une réalité. Mais Amine. Ouais, voilà, donc on se dit, l'injustice étant ce qu'elle est, peut-être, mais Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal facilite, hein, et qu'il nous Amine. préserve tous, hein, Amin. Amine. Alors, honnêtement, pendant 1 année et demie, c'était un peu difficile pour moi, voilà. Aussi côté financier, tu vois, c'était compliqué, donc il fallait que je survive. Voilà, il fallait survivre à ça, etc. Donc, je remercie tous ceux et toutes celles qui m'ont soutenu, hein, par voilà, l'invocation et des choses comme ça. Et sinon, l'avenir de la chaîne, alors actuellement, j'essaye de me remotiver, de me remettre des bases saines, tout en me projetant, en me disant comment je vais faire si demain j'ai un autre gel, si j'ai encore ceci, j'ai encore cela. Ok. Donc, comme je t'ai dit, je m'adapte, mais j'ai des projets intéressants. Par exemple, finir quelques séries sur certains cours que je vais développer après, Inch'Allah, en tout cas, j'espère. Et là, j'ai aussi d'autres projets que je vais essayer de mettre en route, notamment des vidéos histoire. J'aimerais revenir sur l'histoire, les batailles musulmanes, etc. Et j'ai un projet un peu inédit. J'aimerais les faire dans un format un peu inédit. Et donc là, je préfère pas trop en parler pour que ça Ok. soit très beau quand ça sortira, Inch'Allah. Inch'Allah. Mais en tout cas, il y a déjà un avant-goût sur les articles que je mets dans mon site et sur mon compte Twitter aussi. J'en parle un peu sans rentrer dans tous les détails, mais il y a Ok. déjà un bon avant-goût, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah Azza wa Jal nous donne la motivation, le Amine. sérieux, la sincérité et Amine. que ça soit aussi dans la qualité, évidemment. Hmm. L'histoire, c'est quelque chose de passionnant et j'aimerais donner plus de vie à la biographie de Khalid ibn al-Walid, par exemple, ou de Amr ibn al-As, avec du visuel, et je voudrais que ça soit prenant, quoi. Bon, on est pressé de voir ça. Inch'Allah, Moi aussi j'espère. qui kiffe l'histoire, je suis pressé de voir ça. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, si je peux me permettre d'utiliser le mot créateur de contenu, pour faire passer, genre, pour nous faire découvrir une histoire, utilise aussi des moyens différents. Donc oui, si tu peux ajouter de l'interactivité pour rendre en fait cette histoire euh, plus Inch'Allah. à la portée de tous, tu vois. Ouais, Peut-être dans l'air voilà. du temps, je sais pas. Mais en tout cas, utiliser un autre moyen, un autre canal, etc. Donc ouais, dans tous les cas, dans la description de la vidéo, tu m'enverras tout ça, même ton site internet, oui, et on mettra tout en description de la vidéo. Donc les amis, on clique en bas pour découvrir le travail de Michael, Inch'Allah. Alors Donc oui, hein, Islam et Culture, la chaîne et le site internet. Barakallahu fik, c'est gentil, hein. Comme tu sais, j'ai un site et Mhm. la chaîne YouTube Ouais. et le compte Twitter. Et Et Twitter, ouais. donc, parmi les projets, tout sera indiqué là-dessus, petit à petit. Et parmi d'autres projets, je dois relire et rééditer certains livres que j'avais fait précédemment, Ok. qui sont inspirés
de notre actu qui sont en rapport avec l'actualité, c'est-à-dire, Majidou Kacha, voilà, pour ne pas le citer et Mhm. d'autres, ambiguïtés, des Mhm. sujets importants, heu et donc, je dois être honnête, hein, je vais pas mentir. Moi, au début, quand j'ai commencé, j'ai commis des erreurs, ne serait-ce qu'au niveau de l'orthographe, au niveau de la syntaxe et de ces choses-là, Mhm. et donc c'était pas parfait, et rien ne sera jamais parfait de toute façon. Et là, avec, les années, le recul, vraiment, je veux faire une relecture, perfection, amélioration et Ok. rééditer, par la suite quelques livres, quelques projets qui seront uniquement en PDF, hein, parce que l'impression, voilà, ça coûte cher. 5 ans. Ok, qu'Allah te facilite Amin. pour tous ces projets. Et puis dans tous les cas, on mettra en description vidéo. Et j'invite vraiment tout le monde, en fait, à découvrir le travail de Michael, à se découvrir tous et toutes. Je me permets aussi de faire un petit appel à l'entraide, à la solidarité. Nous devons en fait découvrir le travail des autres, l'univers des autres, ne pas rester forcément en fait dans sa bulle ou rester focus derrière une seule personne. Mais il y a tout un travail en fait à découvrir chez les nôtres. Donc c'est important de se donner de la force. Abonnez-vous donc à la chaîne YouTube Islam et Culture, donc de Michael Froment, et de faire un petit tour sur son site internet, Inch'Allah. Barakallahu fik. Wafik Barakallah, c'est tout à fait normal. Et j'aimerais qu'on finisse cet échange avec une petite phrase. C'est ma petite signature de fin, Michael. Alors, tu vas nous faire plaisir, je l'imagine bien. En fait, je termine toujours cette émission avec la même phrase. Donc, on est dans l'émission OVPSM pour On va pas se mentir. Donc, le début de la phrase, c'est On va pas se mentir. Et toi, tu finis cette phrase, Ça tout craint, simplement. hein? Bien. Non, il faut pas que ça soit trop dans le privé alors. Allez, dis-moi. Ah, on va pas se mentir et c'est tout. Ah oui, c'est ça, tu complètes la phrase. On va pas se mentir, 3 petits points, et toi, tu finalises la phrase. Oh là là, Allah Akbar, et à chaque fois, les frères qui étaient invités répondaient directement ou ils hésitaient comme moi là? Non, ça va, une ou deux personnes hésitaient, mais on règle. Voilà, chacun. Bah, on va pas se mentir. Alors, on va pas se mentir, ce qui est devant nous va être, je pense, très, très difficile, et il va falloir, s'en remettre à Allah Azza wa Jal, remettre, nos personnes à Allah Azza wa Jal et placer notre confiance en lui. Voilà. Barakallahu Heu, fik. j'espère que Non, mais c'est bien, bah c'est bien. En fait, le but, c'est de compléter la phrase. Ça fait un petit mot de fin, tu vois, une petite phrase de fin. Donc voilà, je te remercie vraiment pour ta sincérité, pour ta participation, pour ta réponse positive, en fait, donc à mon appel. Et on va pas se mentir. Ce genre de parole, on l'entend pas souvent. C'est pour ça que cette émission existe au VPSM TV. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche de notification. Si vous voulez participer en fait à ce média, si vous voulez m'aider pour la création de contenu, vous pouvez participer ne serait-ce qu'avec 1 € par mois avec Tipeee, et j'ai épinglé un message d'ailleurs, et vous pouvez le voir aussi en description si vous voulez aller un petit peu plus loin. On se retrouve donc mercredi prochain à la même heure, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Fika barakallah. Encore merci pour ton invitation, hein. Il n'y a pas de souci, au plaisir, Michael. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.